Très chers amis, quelques mots très brefs pour ouvrir notre rencontre-débat que j'aurais souhaité quand même plus peuplée. D'abord pour vous remercier de votre présence et ensuite bien sûr pour souhaiter à Sylvie Leusberg, directrice du département études et stratégies du Centre d'action laïque, une chaleureuse bienvenue à notre tribune. Excusez-moi. Pour lui dire combien nous sommes heureux et fiers de l'accueillir parce que nous connaissons sa maîtrise remarquable des dossiers, mais aussi parce que nous connaissons son courage militant. Sylvie va aborder, comme elle l'expliquait au verso de la fichette qui vous appelait à cette rencontre, la question du contrôle politique et social sur le ventre des femmes et les violences interpersonnelles. Elle va, comme nous aimons le dire dans notre association, établir les causes et nous inviter, j'en suis sûre, à agir sur elles courageusement, radicalement. Je vous remercie de votre attention et lui cède immédiatement la parole en souhaitant vivement qu'après son exposé puisse s'instaurer un débat encourageant. Je vous remercie. Merci Hermine et voilà, bonsoir à tous, merci pour votre présence. Alors effectivement le titre que j'ai choisi aujourd'hui est un peu différent de ce que je présente habituellement, mais je pense que c'est particulièrement d'actualité, parce qu'au fond on est dans un moment où c'est comme si on prenait tout à coup conscience que effectivement les femmes sont regardées, traitées, envisagées uniquement à travers leur ventre et plus particulièrement leur sexe. Alors, je vais m'exprimer devant vous sans PowerPoint, why not. Habituellement, j'aime bien qu'il y ait quand même un petit support parce qu'il y a quand même des éléments factuels, donc c'est peut-être parfois plus simple pour pouvoir les visualiser. Enfin, les personnes qui le souhaitent peuvent se rapprocher pour voir éventuellement sur le petit écran. Et voilà, si jamais ça va trop vite, vous pouvez toujours voilà, me faire signe. Donc, j'ai intitulé l'intervention Le ventre des femmes, un enjeu politique, social et économique. Alors, c'est un peu, je ne vais pas dire une hypothèse, mais en tout cas une tentative de démontrer qu'il y a des corrélations entre la domination, je dirais, structurelle, qui est l'héritage du passé, l'héritage de l'histoire, puisque nous sommes dans une société qui reste malheureusement encore très patriarcale, mais que ça a des effets, et que ces effets ne sont pas seulement des effets politiques, qui sont aussi sociaux et économiques. Alors, le corps des femmes, le ventre des femmes, pourquoi est-ce que finalement on se pose la question de savoir ce qu'il en est? Parce que le corps des hommes leur appartient. Très clairement, il n'y a personne qui va dire à un homme qu'il doit faire ceci ou qu'il doit faire cela, qu'il ferait mieux de ou pas. Alors que l'injonction vis-à-vis du corps des femmes, elle est partout. Elle est d'abord dans l'injonction évidemment à la beauté, elle est dans l'injonction à la minceur aujourd'hui, alors qu'évidemment dans d'autres périodes, eh bien, les injonctions sont différentes, elles sont évidemment en fonction de ce qu'on appelle les canons de la beauté, mais malheureusement, si ce n'était que ça, ce serait, on va dire, encore superficiel, bien que ça a des effets très négatifs, notamment sur les jeunes filles. Mais finalement, le corps des femmes, il est réduit à cette dimension qui est la dimension de leur ventre et de leur sexe. Alors, on veut voir la femme dans son ensemble, hein, donc dans une espèce d'harmonie qui serait féminine, mais malgré tout, et on va le voir, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est son sexe, c'est son ventre qui détermine toute une série de règles et de législations. Alors, on a d'abord évidemment un argument qui pourrait dire bah oui mais c'est tout à fait normal
puisque les femmes ont cette spécificité que c'est elles qui portent les enfants et qui les mettent au monde. Donc c'est l'argument naturaliste. Donc il y a une différence de fait, les femmes et les hommes sont différents. Mais différence ne veut pas nécessairement signifier inégalité et domination. La différence peut être un enrichissement et la question de la maternité, on va le voir, est au cœur de la domination masculine. Alors, on ne va pas aller dans une réflexion plus psychanalytique sur pourquoi finalement cette domination masculine puise dans cette différence qui est plutôt un plus. Hein, les femmes ont ceci en plus qu'elles peuvent porter des enfants. On pourrait un jour faire l'exercice de voir effectivement est-ce que ce n'est pas là que la violence et la domination va puiser son énergie hein, pour essayer peut-être de rattraper quelque chose de cette perte. Mais en tout cas, l'argument naturaliste fonctionne très bien. Et on va faire un petit exercice, si vous le voulez bien. Quand on parle des femmes, voilà, quels sont finalement les adjectifs qu'on accole aux femmes? Une femme est... Une mère. Une mère, oui. Une femme est... Dépensière. Une femme est... Par rapport à un garçon, par exemple. Plus intelligente. Oui, elle doit être jolie. Hein. Alors, elle est plus douce, elle est plus empathique, voilà, elle est tendre. Alors, On peut faire plusieurs choses à la fois. oui, alors, oui, certainement. Mais donc, on voit bien que... Oui, donc l'intelligence, alors c'est une intelligence qu'il faut replacer dans un contexte historique parce que, très clairement, depuis la fin du Moyen-Âge, on a tout à fait nié le fait que les femmes pouvaient avoir une intelligence. Donc en fait, les femmes étaient considérées comme des idiotes, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs tout le système s'est érigé en fonction d'une domination des hommes sur les femmes, puisque eux étaient intelligents, rationnels, et les femmes ne l'étaient pas. On va voir comment ça se passe. Donc, les stéréotypes, c'est la matière première du sexisme. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui en Belgique, alors que pendant des années, on a lutté contre les stéréotypes et que c'était une politique clairement soutenue par les pouvoirs publics, aujourd'hui, dans les médias, dans les discussions, on dit oui, mais enfin, les stéréotypes, c'est parfois bien, hein, que chacun soit bien à sa place, bien déterminé. Et donc, il y a une espèce de revirement de la lutte contre les stéréotypes, alors que clairement, et bon, je ne vais pas le démontrer ici parce que c'est une autre conférence, c'est la matière première du sexisme, mais autant pour les garçons que pour les filles, parce qu'un garçon qui est un peu plus, je dirais, ouvert aux autres et qui n'est pas forcément dans une rivalité, je dirais, spontanée, ben, il va être traité de femmelette. Hein, et donc, les garçons souffrent aussi, évidemment, des stéréotypes et de ce qu'on appelle l'assignation au genre ou au sexe. Mais le système étant majoritairement patriarcal, la domination masculine étant structurelle, très clairement, les femmes souffrent davantage des stéréotypes que les garçons. Les garçons qui veulent s'ériger contre la norme, ils sont quand même dans le groupe de ceux qui ont, au fond, les clés en main. Un peu moins aujourd'hui, heureusement, qu'auparavant, mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, sur la question de la sexualité que j'avais abordée au tout début, les stéréotypes sexistes perdurent, malgré des campagnes, malgré ce qu'on peut essayer de faire à l'école. Et ici, on voit une enquête ministérielle qui a été menée en France en 2015. Donc, 2/3 des Français et Françaises estiment que les hommes ont une sexualité plus simple que les femmes. Donc, les femmes sont plus compliquées. 63% des Français et Françaises. Donc vous voyez bien que les stéréotypes, ce n'est pas assigné à un genre. Au fond, très clairement, et ça les études de Eurostat le montrent, les femmes ne sont pas particulièrement moins sexistes que les hommes. Donc 63% considèrent qu'il est plus difficile pour les hommes que pour les femmes de maîtriser leur désir sexuel. Donc ça, c'est la grande théorie de la pulsion irrépressible chez les garçons, tandis que les femmes, 3/4 estiment que les femmes, un Français sur 4, un quart considère que le domaine sexuel des femmes ne saurait pas vraiment ce qu'elles veulent par rapport aux hommes. Donc, c'est ni oui ni non. Quand elles disent non, c'est parfois oui. Quand elles disent oui, c'est parfois non. Donc, au fond, c'est une forme d'inconstance et ça, c'est aussi un stéréotype.
75% estiment que les femmes ont plus tendance à considérer comme violents des événements que les hommes ne perçoivent pas comme tels. Donc ça veut dire que la perception de la violence est soi-disant plus forte chez une femme que chez un homme. Donc un homme va dire non, ça c'est pas violent, et une femme dirait bah oui, ça c'est violent. Mais on va voir qu'elles ont peut-être des bonnes raisons pour avoir cette perception et je pense cette lucidité. Donc clairement on peut poser la question de savoir est-ce que nous vivons dans un monde où nous avons un équilibre social? Est-ce que nous sommes parvenus malgré tout après de longs siècles de législation, de révolution, on est quand même sorti de l'ancien régime, hein, donc le système de l'inégalité institutionnelle, on pourrait croire que depuis la Révolution française, on a obtenu l'égalité. Eh bien, cet équilibre social, et quand je parle d'égalité, je ne parle pas d'égalité formelle, je parle d'égalité de traitement, c'est-à-dire que nous avons le droit à un traitement égalitaire. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit se ressembler, qu'on met tout le monde dans le même modèle. Eh bien, on va voir, dans les exemples que je vais vous donner, que finalement, la construction sociale est basée sur le contrôle des femmes, et que finalement, la liberté des femmes représente un danger pour l'équilibre social. C'est pourquoi il y a un contrôle financier sur les femmes, un contrôle sexuel sur les femmes, donc un contrôle physique, et un contrôle politique. Très clairement, l'épouse, la femme mariée, est valorisée, et la femme libre ne l'est pas. Alors on pourrait dire, mais non, aujourd'hui, les femmes peuvent divorcer, les femmes peuvent vivre seules, peuvent avoir des enfants seuls. Très clairement, je ne suis pas là pour nier l'évolution. Et heureusement qu'on n'est plus à la situation du XIXe siècle. Mais les inégalités structurelles persistent et elles s'expriment particulièrement, et ça, je pense qu'il n'y a pas photo, dans la discrimination professionnelle. On pourrait dire, mais quel rapport entre la profession, le corps des femmes? Non, mais la profession, la façon d'être au monde, la façon de se projeter dans sa propre vie, ça fait partie du corps. Parce que c'est la manière de se présenter à l'autre, c'est la manière d'être valorisé par l'autre et par la société. Alors les inégalités structurelles, elles sont généralisées au niveau des études, au niveau de la santé, des finances, des professions, de la reconnaissance sociale, mais ça c'est une conférence que je donne à part, et je peux vous dire que dans chacun de ces domaines, les chiffres sont vraiment très perturbants. Je vais donner juste un exemple, celui des études. Donc on a dit les femmes sont intelligentes. Hein, bon. Oui, et clairement, quand on voit les chiffres à l'école, les filles sont dans une proportion égale d'élèves, elles sont meilleures que les garçons, en général. Pas pour tout, hein, mais en général. Mais quand on voit finalement au niveau des études, les études supérieures par exemple, ça commence à basculer. C'est-à-dire que les garçons vont dans des filières qui sont plus valorisées. Valorisées au niveau social, donc la société les reconnaît comme étant meilleures, mais aussi évidemment au niveau financier. Et plus on monte dans la hiérarchie, par exemple c'est très clair à l'université, eh bien les postes les plus précaires, c'est-à-dire les postes chargés de cours, les postes qui sont renouvelés chaque année, hein, donc qui ne sont pas pérennes, eh bien il y a vraiment un basculement tout à fait, je dirais, incompréhensible. Parce qu'au fond, les filles ont des meilleurs résultats quand on voit les résultats dans les cours. Et par exemple, au niveau du rectorat, qui est vraiment la tête de l'université, jusqu'il y a un an, on n'avait aucune rectrice en Belgique. Maintenant, on en a une à la VUB, Caroline Powell, bon, bravo. Mais ça montre clairement que la pyramide s'inverse. Alors, une des causes, et je pense que c'est une des causes majeures de ces inégalités, bon, c'est à la fois les stéréotypes, la difficulté de modifier une société qui s'est vraiment forgée dans un patriarcat religieux, mais il y a quand même un élément, et c'est celui que je voudrais développer aujourd'hui avec vous, c'est l'assignation à maternité. Hein, donc madame l'a dit, les femmes c'est des mères avant tout. Alors que, bon forcément la maternité, à part quand on fait une fécondation in vitro, et ça c'est quand même évidemment assez récent, c'est toujours le résultat d'une relation sexuelle avec un garçon. Alors, il y a une inégalité déjà au départ, parce que la responsabilité de la contraception, elle repose sur les filles. Très clairement, il n'y a pas de contraception masculine très répandue en Belgique.
pouvez montrer l'image suivante. Voilà, alors ça date, je vous le dis, il y a 2 jours, hein, le 15 octobre. Alors ça, j'adore ce titre parce que c'est « Et si la contraception était aussi une affaire d'homme ?» Alors j'ai une chouette copine qui m'a répondu sur mon blog « Qu'est-ce que c'est que cette question ?» Bien entendu, c'est une affaire d'homme. Parce que les hommes sont partie prenante. Donc s'ils veulent avoir quelque chose à dire dans la planification des grossesses, ils y sont, hein, ils font l'amour avec la fille en même temps. Quoi. Donc, quelque part, c'est assez logique qu'ils s'en occupent, mais non, en fait, c'est pas du tout répandu. Et d'ailleurs, les firmes pharmaceutiques n'investissent que très très peu dans la contraception masculine. Alors donc, responsabilité de la contraception, qui est une inégalité supplémentaire pour les filles, puisqu'on va voir que c'est quand même la question de la maternité qui est au cœur de l'assignation sociale, la culpabilisation des femmes sans enfants. Ça, je peux vous dire que dans les conférences que je donne, quand je parle de ça, j'ai toujours une femme ou deux qui me dit après, oui, moi, effectivement, quand on me dit t'as pas d'enfant, je dis non, j'ai pas d'enfant. Elle dit tu peux pas. Je dis non, en fait, j'en veux pas. Ah, quoi, comment ça se fait, tout ce que tu rates. Alors, le fait de dire je veux pas d'enfant parce que je suis une femme qui ne veut pas être mère, ça, c'est encore très compliqué aujourd'hui. Et alors, il y a évidemment la planification familiale, donc je viens de parler de la contraception, mais il y a évidemment la criminalisation de l'avortement, et on va voir que ça va être au cœur de ce que je voudrais développer avec vous aujourd'hui, puisque vous savez que c'est le combat que le mouvement laïque a repris pour enfin sortir l'avortement du code pénal en Belgique. Alors, pour commencer, puisque maintenant je viens d'évoquer le code pénal, voyons un petit peu, finalement, pourquoi le droit ne donne pas des droits égaux, hein, puisque nous sommes quand même dans une époque où nous sommes à la Déclaration universelle des droits humains, disons, pour ne pas dire des droits de l'homme. Donc, la Constitution belge dit que les citoyens sont égaux en droit, donc il n'y a pas de raison, finalement, il y ait une inégalité structurelle. Mais en fait, on va le voir, le droit a été et reste un instrument de subordination des femmes. Alors ici, après la Seconde Guerre mondiale, donc le procureur général, M. Delouel, écrit un texte, parce que vous savez que les femmes ont revendiqué des droits civiques. Les femmes, depuis le 19e siècle, la première est Marie Popelin, ont suivi des études universitaires, mais elles ne pouvaient pas devenir magistrates, et donc Marie Popelin, elle n'a jamais pu être magistrate. Donc elle a eu son diplôme de droit, et puis voilà, te rentres chez toi, parce qu'en fait, c'est pas pour toi le droit. Et donc, comment est-ce que le procureur général justifie le fait que les femmes qui ont un diplôme de droit ne peuvent pas être magistrates? Parce que la justice, elle doit être sans passion. Elle doit être modérée et sage, et ça, c'est congénitalement contraire au tempérament des femmes. Alors, il dit tout le monde est d'accord, et l'expérience de chacun y acquiesce. Pourquoi? Parce que la femme est un être subjectif, émotif, passionnel, extrêmement tout. Vous mettez tout ça hystérique, mais ça marche très bien. On peut atténuer dans une certaine mesure ces travers, mais on ne modifie pas la nature. Donc vous voyez l'argument naturaliste, hop, il revient par la bande, et il dit, voilà, c'est là, à mon sens, que j'y d'obstacles fonciers qui raisonnablement, parce que monsieur il a la raison pour lui, parce que les femmes elles sont irrationnelles, il vient de le dire, eh bien ça ferme à la femme l'accès à la magistrature. Alors bon, ok, les femmes ne peuvent pas travailler, en tout cas, elles peuvent être ouvrières, ça c'est sûr, mais elles ne peuvent peut-être pas être magistrates. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand elles travaillent? Eh bien, on voit que le contrôle financier des femmes, à travers la profession, eh bien, ils s'intéressent tout particulièrement à leur ventre, à leur sexe, à qu'est-ce qu'elles font finalement dans leur vie. Donc, on pourrait résumer et dire que l'indépendance financière des femmes est conditionnée à leur sexualité. En 1900, la femme mariée a droit à l'épargne. Donc, la femme qui n'est pas mariée ne peut pas épargner. Et alors, elle a le droit d'avoir un contrat de travail si elle est mariée, mais alors on limite, hein, donc pas plus de 3 000 francs par an, parce que sinon, quand même, c'est un peu dangereux si elle avait suffisamment d'argent. Alors, en 69, moi j'étais déjà née, et donc je pense que vous aussi, donc en 69, qu'est-ce qui se passe en 69? Eh bien, les femmes qui travaillent, eh bien, tout à coup, on dit, elles travaillent, elles sont quand même sympas, eh bien, on va interdire aux employeurs de les renvoyer quand elles sont enceintes ou quand elles se marient. Donc, en fait, avant 69,
Quand une femme se marie, c'est genre, vraiment tu rentres chez toi et tu t'occupes de ton mari, et quand tu es enceinte, pareil. Donc c'était une cause de renvoi du travail. Et en 76, enfin, égalité des hommes et des femmes dans le mariage pour les droits de propriété matrimoniale. Donc ça veut dire qu'auparavant, la femme mariée n'avait pas les mêmes droits, alors qu'elle contribuait également, évidemment, à la propriété. Et alors aussi, tout à coup, et ça c'est très sympa, moi je trouve pour ma mère c'est vraiment cool, elle a pu ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de mon père. Ça, top. En 76. Donc ça veut dire combien de générations de femmes, ça? Je veux dire 2 générations. 3 maximum. Alors là, on voit que le contrôle financier, quand même, il a perduré jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. Et au niveau politique, ben, évidemment, c'est un peu pareil. Hein. Donc les droits civiques des femmes, ils sont aussi conditionnés à leur sexe. C'est curieux, mais c'est comme ça. Donc par exemple, en 1919, vous savez, il y a un nombre limité de femmes qui obtiennent le droit de vote. Alors qui sont ces femmes? Les mères et les veuves de militaires. Donc en fait, quand on a un enfant, garçon, militaire, donc quand on a une fille, non, un garçon, oui, et quand tu es veuve de militaire, alors là, tu peux voter. Et en 1920, on accorde le droit de vote aux femmes aux élections communales, il ne faut pas charrier, hein, parce que bon, on n'atteint pas les données aux élections nationales. Communales, genre, voilà. Enfin bon, c'était quand même déjà une avancée. Aux femmes. Mais attention, pas aux prostituées et pas aux femmes adultères. Parce que les femmes adultères, ça c'est très dangereux pour la société. En effet, parce que depuis 1833, l'infidélité de la femme est punissable en Belgique. Dans tous les cas. Et pourquoi? Pas parce que monsieur n'était pas content, qu'il était cocu, parce qu'elle peut introduire dans la famille des enfants étrangers sans qu'on le sache. Donc là, on voit bien que c'est la question de la maternité qui vient dans le droit de dire. Voilà. Tandis que le mari, lui, s'il est infidèle, eh bien, on ne le punit que dans un cas. C'est quand il a entretenu sa concubine dans la maison conjugale. Parce qu'alors, l'outrage se joint à l'adultère. Donc on voit vraiment ici, je trouve, c'est un exemple vraiment, et ça c'est au tout début de la Belgique, c'est 1833. Mais on voit vraiment qu'il n'y a pas de gêne. On se dit, bah oui, bah c'est ça. Les femmes se défendent, donc si elle peut coucher avec le voisin, puis que l'enfant, bah, c'est pas l'enfant du mari, ça met vraiment l'ordre social en danger. Et évidemment, vous le savez, le code pénal, le code pénal 1867, donc quand même milieu du 19e siècle, sur la question de l'adultère. Donc la femme qui est convaincue d'adultère sera condamnée à un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, ferme, hein. Tandis que le mari, lui qui a sa concubine dans la maison, lui c'est 1 mois à 1 an. Donc c'est 1 mois, 1 an pour monsieur, 3 mois à 2 ans pour madame. Alors le code pénal, vous savez, c'est aussi là que je l'ai dit au début, on inscrit la criminalisation de l'avortement. Hein, et donc, c'est pas un crime contre le fœtus ou quoi, non, c'est un crime contre l'ordre des familles et la moralité publique. Et donc, au fond, on voit bien que c'est ça le problème. C'est que les femmes, si elles échappent financièrement, sexuellement, oula, mais alors la moralité publique, comment on va gérer tout ça? Comment est-ce qu'on va arriver à maintenir tout ça comme on le souhaite, c'est-à-dire avec un ordre hiérarchique bien établi? Et alors aussi, ce qui est intéressant, c'est que bon, les femmes, dans toutes les sociétés, depuis l'Antiquité, ont réussi finalement, peu ou prou, à planifier les naissances, à trouver des moyens de contraception, que ce soit des herbes ou autres. Mais après la Première Guerre mondiale, vous le savez, il y a eu une hécatombe terrible. Donc il y avait vraiment une pénurie d'hommes. Bon, il y avait des femmes qui étaient mortes aussi, mais enfin majoritairement des hommes qui étaient morts au combat. Et donc il fallait absolument repeupler la Belgique. Et donc, alors en 1923, quand on se rend compte de ça, qu'est-ce qu'on dit? Bon, on dit tout moyen de contraception, c'est interdit. Donc ça rentre dans le code pénal. D'accord? Donc c'est pas une loi de santé. Donc dans le code pénal, on dit, allez, maintenant pour tenir finalement la société ensemble, les femmes ne peuvent pas planifier leur grossesse. Elles sont obligées d'avoir des enfants quand elles font l'amour. Alors ici, encore une petite question pour vous. Alors à votre avis, quand est-ce qu'on a supprimé cette interdiction de la contraception en Belgique? Vous avez une idée? En 86. On n'a jamais supprimé. Si,
Si, elle a été supprimée après un événement très important. Baudouin qui a dit que... Non, ça c'est pas Baudouin, non. Donc, vous vous souvenez de l'arrestation du docteur Peirce en 1973, qui avait avorté une jeune fille qui était handicapée mentale et qui avait donc été violée par un garçon, et un monsieur, je ne sais pas qui c'est finalement le gars, mais il a été mis en prison parce qu'il a dit voilà, moi je l'ai fait et je le referai. Et donc il y a eu un tollé général, c'était des milliers de gens, mais dans toutes les rues de Belgique, hein, la Wallonie, Bruxelles, la Flandre, les gens disaient mais c'est pas possible, on va pas laisser finalement les femmes soit mourir d'un avortement clandestin, soit être violées et devoir porter quand même l'enfant jusqu'à la naissance. Et donc, on n'a pas évidemment libéralisé l'avortement en 1973, mais on a dit bon bah allez, on va faire un petit effort. Maintenant, la contraception, vous aurez droit à la contraception. Et d'ailleurs, de toute façon, la pilule existait depuis une dizaine d'années. Donc très clairement, je veux dire, ils ont donné quelque chose que on pouvait déjà se procurer. Les mères qui avaient déjà 3-4 enfants, bah, les médecins leur donnaient des contraceptifs parce que bon, très clairement, et ça vous le savez sans doute, une grossesse c'est dangereux. Une grossesse, c'est dangereux pour la santé, un accouchement, c'est dangereux pour la santé. Mais ça, on ne le dit jamais aux femmes. Hein. Et en Belgique, une femme sur 100 se retrouve en soins intensifs aujourd'hui, alors qu'on a des grossesses et des accouchements médicalisés, et 1 sur 10 000 meurt. Donc on a à peu près 20 000 naissances par an en Belgique, non, 200 000 naissances par an en Belgique, pardon, et il y a 2 femmes qui meurent. Donc c'est quand même énorme, quoi. C'est énorme parce que c'est 2 vies qui sont prises. Et ça, je veux dire, la question de la grossesse et de l'accouchement, on va le voir, c'est quand même aussi là que ça se joue, parce que c'est pas seulement je veux des enfants, je veux pas d'enfants, je veux être libre, je veux pas être libre. C'est aussi comment je gère ma santé. C'est mon corps, c'est dans mon corps. Je veux dire, le changement hormonal, les suites de l'accouchement, la fatigue, enfin tout ce que ça provoque, je veux dire, la déformation physique. Moi, je voudrais bien voir un homme, on lui dit 6 fois tu vas devoir devenir comme ça, bah, à mon avis, il va vite voter pour la contraception et l'avortement. Ça me semble assez clair. Alors, on a parlé d'adultère. En Belgique, à votre avis, quand est-ce qu'on a supprimé le délit d'adultère? Donc, quand est-ce qu'on a sorti ce délit du code pénal? Oui, 87. Vous le savez. D'accord. Ah, vous le voyez. Et alors, évidemment, l'avortement, c'est 1990 avec l'affaire de notre ami Baudouin. Et donc, on va un peu parler de cette loi de 1990. C'était quand même incroyable, parce que bon, en France, 1975, le discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale, rappelez-vous ces mots, elle dit je m'excuse de parler devant une assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Et elle dit, voilà, l'avortement, c'est une question qui concerne la santé des femmes. Et donc, vous savez que ça a eu... Ce qui s'est passé dans l'Assemblée nationale, c'était odieux. Quoi. Je veux dire, elle s'est fait insulter. On l'a comparée à une avorteuse eugénique. On lui a rappelé les camps d'extermination nazie, où elle avait quand même été avec sa maman et sa sœur. Enfin, bon, donc ça a été... Enfin, c'est vraiment un moment, je pense que quand on peut revoir ce document, on se rend compte à quel point la violence de ces hommes politiques s'exerce contre une femme finalement, quand même une femme de droite, c'est sous Giscard, je veux dire, c'est pas une révolutionnaire du PTB, quoi. Donc à un moment donné, il faut quand même se demander, je veux dire, et c'était une femme qui était, elle avait été magistrate, une femme qui avait vraiment une carrière, bon, elle ne sortait pas de nulle part. Alors chez nous, bon, bah, il faut encore attendre 1990. Alors pourquoi est-ce qu'il faut attendre 1990? Parce qu'en Belgique, tous les gouvernements sont composés toujours de partis chrétiens, les partis chrétiens francophones et néerlandophones, tant que ça reste unitaire, et puis ensuite c'est pareil. Mais en 1989, il y a un changement de majorité. Donc les libéraux, qui sont toujours alliés aux chrétiens au gouvernement, se retrouvent dans l'opposition et les chrétiens gouvernent avec les socialistes. Et là, il se passe quelque chose. C'est que depuis 1900, je pense, la première proposition, c'est Guy Cudel en 65, je crois, qui proposait de sortir l'avortement du code pénal et d'avoir une loi de santé publique. On n'avait jamais réussi à ce que ça arrive en commission de justice, parce que chaque fois, les catholiques disaient « pas question, on ne discute pas de ça ». Et ici, on a des libéraux au gouvernement, donc eux, ils ont la main, ils peuvent déposer un projet de loi, ils sont au gouvernement, et les socialistes dans l'opposition qui disent « nous, on va avec vous ». Et donc, on se retrouve avec une loi socialiste francophone et libéral néerlandophone, Lucien Herman de Kissens et Roger Herman.
Et là, on a ce qu'on appelle une majorité alternative. Ça veut dire que le gouvernement, il n'a pas la main sur l'Assemblée, puisque c'est majorité et opposition qui vont voter ensemble. Et c'est comme ça que la loi est passée. Parce que sans ça, on ne l'aurait jamais eu. Et il y a un autre élément très intéressant, c'est que quand elle arrive en commission justice, vous savez que les lois passent d'abord en commission, et si la commission qui représente, dans une petite enceinte, l'équilibre du Parlement, eh bien, il faut que la commission vote. Et en commission, on était trop juste. Et en fait, il y avait un médecin dans la commission, un député, qui s'appelle le docteur Falise, qui était du Parti chrétien. Et lui, s'est abstenu. Et c'est grâce au fait qu'il s'est abstenu que la loi a passé le stade de la commission et qu'elle a pu être votée en plénière, d'abord au Sénat et puis à la Chambre. Et alors évidemment, à ce moment-là, on se dit, ça y est, c'est formidable. Enfin, c'est formidable. Il faut raison garder, ce n'est pas une loi de libéralisation de l'avortement, c'est une dépénalisation partielle. Et puis patatras, vous le savez tous, le roi qui dit bon, face à l'IVG, je prends mon IVR, mon interruption volontaire de règne, hop, je me mets en congé pendant 48 heures et je reviens ensuite parce que moi j'ai des problèmes de conscience. Oui, mon chéri, tu as des problèmes de conscience, mais en fait ça ne te concerne pas. Voilà. Parce qu'en fait, le roi, son boulot, c'est de signer les lois. Quasiment, c'est tout. Bon, Baudouin, il avait quand même aussi pas mal d'autres activités, mais normalement son rôle protocolaire, c'est ça, il signe les lois. Et c'est pour ça qu'il est roi. Sinon, il ne peut pas être roi s'il ne fait pas son boulot, en fait. Et là, clairement, il y a quelque chose qui s'est passé en Belgique. Parce que, curieusement, au lieu que les gens disent « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est inconstitutionnel. » Et c'était inconstitutionnel. On a dit « Mais non, la conscience d'un roi, il a quand même, oui, c'est bien qu'il est courageux. » Ben, il est très, très courageux, sauf qu'en fait, ça ne change rien pour lui, voilà. Sauf qu'on va voir ce qu'il y a là derrière. Donc, cette loi ne légalise pas l'interruption volontaire de grossesse, elle modifie finalement les articles 350 et suivants du Code pénal, donc comme je l'ai dit, qui est le titre 7 des crimes et délits contre l'ordre des familles et la moralité publique. Et donc, la loi, l'allemand Miklisens, fixe des conditions à la dépénalisation, et ces conditions, finalement, n'effacent pas le délit. Ça veut dire que quand vous respectez toutes les conditions, on ne peut pas appliquer les sanctions. Mais c'est ce qu'on appelle une exemption de la peine sans suppression du délit ou cause d'excuse absolutoire. Moi j'adore ça parce que ça fait très absolution, mais en fait ce n'est pas du tout l'absolution. Parce que vous allez voir que les conditions qui ont été intégrées dans le Code pénal pour que les femmes puissent avoir accès à l'avortement en Belgique sont des concessions qui ont été faites aux anti-avortements. Il faut savoir que depuis l'affaire Peers, et je l'ai dit avec Tudel un peu avant, très clairement, les milieux laïcs et les milieux féministes demandent une sortie du Code pénal. Donc ce qu'on appelle la dépénalisation totale de l'avortement. Mais, comme je vous l'ai dit, rien n'y a fait, c'était impossible à obtenir. Alors, dans les discussions parlementaires, quand c'est arrivé en commission, etc., finalement, il a fallu faire des compromis. Hein. Et ces compromis, quels sont-ils? Ce sont des compromis qui, finalement, sont beaucoup moins favorables aux femmes que ce qui se passait pendant la période entre 1975 et 1990. Parce que, à la suite de l'affaire Peers, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu des médecins qui ont dit nous aussi on fait des avortements et on va continuer à en faire. Et ils l'ont fait dans les plannings majoritairement, ce qu'on appelle le centre de planning familial. Et donc ils faisaient des avortements de manière illégale. Ils les faisaient de manière illégale, mais ils n'étaient pas poursuivis. Parce que le législateur disait mais qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre ces médecins en prison? Et finalement, il y avait un décalage entre le code pénal et la réalité pratique. Mais ça, dans un état de droit, c'est pas possible. Normalement, le parquet, quand on fait une infraction pénale, il poursuit. Et donc, c'est ce qui s'est passé en 1981. Il y a un procureur qui a dit, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ou on a une loi et on l'applique, ou bien on change la loi. Et donc, le législateur doit bouger. Et c'est ça qui a fait un peu, finalement, bouger les choses. Sauf que, en fait, ils ont commencé à poursuivre. Pierre-Olivier Hubinon, Jean-Jacques Ami, avec les femmes aussi, et avec les infirmières, enfin tous les gens qui étaient dans les plannings se sont retrouvés sur le banc des accusés. Toutes les semaines, ils se retrouvaient à Bruxelles, dans le palais de justice, même pas seulement à Bruxelles, un peu partout. Et donc finalement, ils ont été condamnés. Donc Olivier Hubinon a été condamné, Jean-Jacques Ami a été condamné.
avec sursis, toujours. Mais alors, dans le temps à partir du sursis, ils se refaisaient piquer et ils étaient de nouveau condamnés, mais on n'appliquait pas. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc en fait, ça a précédé finalement le vote de la loi. Et alors, dans l'intervalle, évidemment, les négociations allaient bon train, et clairement, dans les centres de planning, qu'est-ce qu'on fait? On avorte avec une méthode qui a coïncidé finalement avec l'arrivée des plannings, qui s'appelle la méthode Karman. Auparavant, qu'est-ce qui se passait? On endormait les femmes totalement, donc une anesthésie totale, et on faisait ce qu'on appelle un curtage. C'est quand même un geste assez invasif, puisqu'on va dans l'utérus gratter pour enlever la poche placentaire. Et puis voilà qu'arrive une nouvelle méthode, ce qui s'appelle la méthode Karman. C'est une méthode par aspiration du fœtus. Donc ça veut dire qu'en fait ça dure 2 minutes. Donc on dilate le col, on met une petite canule, puis voilà, on fait une d'aspiration, on vérifie que tout est bien, et ça se passe très rapidement, et il y a très très peu de séquelles. Et évidemment, il n'y a pas les inconvénients non plus de l'anesthésie totale. Et donc, cette méthode, Karman, elle fonctionne jusqu'à 15 semaines de grossesse. Donc clairement, ce qu'on demandait à l'époque, c'était la possibilité de faire des avortements hors hôpital, donc ce qu'on appelle en centre extra-hospitalier, jusqu'à 15 semaines. Alors les chrétiens ont dit, non, pas 15 semaines, 10 semaines. Non, 10 semaines. En France, c'était 10 semaines, donc on a trouvé un moyen terme, on a dit, 12 semaines. Donc 12 semaines depuis la conception. Donc ça veut dire que, avant on fait l'amour, puis il faut quand même se dire, mince, 15 jours après, ou 3 semaines après, il y a des règles qui ne viennent pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver un test de grossesse. Alors on fait un test de grossesse, et puis on va aller trouver quelqu'un parce qu'on est enceinte. Que nenni! On va maintenant aller dans un planning, mais il faut encore attendre au moins une semaine, parce que les conditions prévoient qu'il faut un délai de réflexion incompressible de 6 jours. Clairement, en Belgique, il n'y a pas des médecins dans tous les plannings tous les jours, donc c'est oui, mais on est lundi, mais le médecin il vient que vendredi pour votre première consultation, et après, oui, mais non, le médecin ne sera pas là pour attendre la semaine d'après, et donc finalement, c'est la course contre la montre, parce que 12 semaines, c'est vite, c'est super rapide, et quand on est hors délai, qu'est-ce qu'on fait? En Belgique, très clairement, on prend son téléphone, on téléphone en Hollande, allô, bonjour, nous avons une patiente, hop, on l'envoie, et hop, ça coûte 1 000 €, et la fille, elle doit partir et revenir, et on a à peu près entre 800 et 1000 par an. Donc c'est quand même pas non plus 3 femmes par-ci par-là, et c'est majoritairement des femmes précarisées, qui n'ont pas la bonne info, qui ne sont pas bien soutenues socialement, donc ça ajoute finalement encore à la difficulté pour ces femmes. Alors il faut aussi informer de la possibilité d'adoption, alors ça j'adore, de l'enfant à naître. Donc ça veut dire que une femme qui dit avec son copain, écoute, non, on ne peut vraiment pas avoir d'enfant maintenant, il faut lui dire, non, vous ne voulez pas d'enfant, mais enfin quand même, vous devriez penser à tous ceux qui n'ont pas d'enfant, et alors peut-être que vous pourriez quand même garder la grossesse jusqu'au bout, et comme ça vous le donneriez, vous feriez un don de vous-même. Alors là on revient au stéréotype, la femme altruiste, très empathique, qui va pendant 9 mois porter une grossesse pour donner l'enfant à l'adoption. Bon, alors ça arrive, c'est vrai que ça arrive, mais c'est quand même un peu violent de proposer ça à une femme, je trouve. Je pense que ça peut se discuter si on sent qu'il y a une ambivalence chez la femme, qu'elle serait prête à le faire, mais de là à ce que ce soit une obligation légale, je pense que là, il y a quand même abus. Alors aussi, une femme en Belgique ne peut pas dire voilà, moi je suis autodéterminée, je veux un avortement, et voilà, c'est tout. Non, ma chérie, tu dois vraiment attester que tu es en détresse, en grave détresse, et donc, tu pleures un peu, t'es pas bien. Parce que finalement, l'état de détresse qui est inscrit dans la loi, c'était intéressant parce que le Conseil d'État qui a reçu la loi, parce qu'il reçoit toutes les lois pour voir un peu si ça colle avec la constitutionnalité, etc. Le Conseil d'État a dit, mais ça n'existe pas, ça, la notion de détresse en droit. Juridiquement, ça ne peut rien dire. Qu'est-ce que vous allez mettre là derrière? On va mettre la femme qui a déjà assez d'enfants, ou la femme qui n'a pas suffisamment d'argent, mais elle doit attester qu'elle est en état de détresse, et le médecin doit dire, voilà, moi, monsieur le docteur Attel, j'atteste que madame est en état de détresse. Et donc très clairement, si la femme dit, moi je refuse de dire que je suis en état de détresse, parce que je ne suis pas en détresse. Pour moi, la détresse, c'est de garder ma grossesse. Pour moi, c'est un soulagement léger. En Belgique, normalement, on ne peut pas. Donc il faut faire ça par écrit, et puis encore il faut tomber sur un toubib qui est d'accord. Parce que, en clair, et ça arrive plus souvent qu'on l'imagine,
Il y a des médecins qui refusent de faire des avortements. Bon, en Italie, par exemple, c'est 8 à 9 médecins sur 10. Bon, en Belgique, heureusement, ce n'est pas le cas. Mais j'ai eu plusieurs fois dans les conférences que je donne, des dames qui viennent après, qui me disent, vous savez, moi, j'avais 4 enfants, mon médecin, vraiment, j'avais toute confiance en lui. Ça faisait 25 ans que j'étais avec lui, qu'il m'a suivi, il a suivi mes enfants. Et puis, bon, accident avec mon mari, paf, je suis tombée enceinte et j'ai dit, ben, moi, il me faut une IVG. Et il m'a dit, ah, non, pas question, moi, je ne vais pas faire ça, vous allez au planning. Et la dame m'a dit, moi, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit, mais pourquoi moi, je dois aller dans un planning alors que lui, il me connaît, c'est mon médecin. Donc, pour moi, c'est médical, quoi. Et elle a allée au planning, elle s'est sentie très, très mal. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un reportage à Question à l'œil la semaine dernière. Et alors, il y a un passage qui est vraiment intéressant parce que elle parle, elle a le témoignage d'une dame qui avait déjà eu 3 grossesses et elle est enceinte d'une grossesse gémellaire, mais sa santé ne lui permet pas de garder la grossesse. Donc elle va chez son médecin et son médecin refuse de l'avorter. Et elle se sent tellement déboussolée qu'elle demande un avortement médicamenteux. Donc aujourd'hui on peut faire des avortements par médicament jusqu'à 9 semaines de grossesse. Parce que sans doute, elle se dit, il n'a pas voulu m'avorter, je vais faire ça toute seule. Voilà. Et bon, évidemment, c'est une catastrophe, parce qu'elle s'est retrouvée toute seule assise dans sa baignoire, elle voyait les petits bouts dans la baignoire, elle a essayé de les remettre dans son corps, enfin bon, elle était complètement déboussolée. Et donc, quand on voit le reportage, on se dit, bah, c'est horrible, l'avortement médicamenteux, c'est affreux. Mais non, c'est pas l'avortement médicamenteux qui est horrible, c'est le médecin qui a refusé de l'accompagner. C'est ça le problème. Et on ne voit pas ça suffisamment dans le reportage, je trouve. Parce qu'évidemment, quand on voit la femme qui pleure, elle raconte, on est ému et on oublie de voir qu'en fait, le départ du problème, c'est le médecin qui refuse. C'est pas la femme qui, si elle avait été bien accompagnée par un personnel, comme on l'a dans les centres de planning, qui écoute la femme, qui l'accompagne au jour le jour et qui la reçoit après, etc., elle aurait certainement vécu ça tout à fait différemment que cette fois-là. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin, cette clause de conscience. Je commence à le voir. Alors, si toutes ces conditions ne sont pas respectées, donc c'est des conditions cumulatives. Hein. Donc, si une seule des conditions n'est pas respectée, eh bien, on tombe sous le coup des sanctions pénales pour le médecin comme pour la femme. Et donc, c'est des peines de prison de 3 mois à 1 an et puis une amende. Donc évidemment, aujourd'hui, personne ne poursuit. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la situation entre 75 et 90. Il suffit qu'un procureur dise « moi je poursuis ». D'ailleurs, on l'a vu en 2006. En 2006, à Bruges, il y a un procès pour avortement suite à une IVG qui avait été faite dans un centre de planning d'une jeune femme mineure avec l'accord de ses parents. Mais la fille, elle était course contre la montre, ou bien on allait respecter les 12 semaines, ou bien on allait dépasser les 6 jours. Donc l'équipe a dit, bon, on ne va pas dépasser les 12 semaines, on va faire l'avortement, bon, à 4 jours, tant pis. Et donc, 1 an, tout se passe très bien, etc. Mais 1 an après, la fille, elle part avec un copain, elle fait une fugue, donc les parents, ils essaient de trouver des raisons à cette fugue, et ils disent, c'est sûrement des suites de son avortement, parce que bon, voilà, on dit souvent qu'il y a des traumatismes post-avortement, bon, c'est pas du tout une généralité, mais bon. Et donc, ils se retournent contre l'équipe du centre de planning, qui se retrouve donc, en correctionnel. Mais toute l'équipe, hein. Donc l'accueillante, l'assistante sociale, l'infirmière, le médecin. Et donc on leur dit, eh ben voilà, on n'a pas respecté la loi, donc vous risquez 3 mois, 1 an de prison. Et donc ils ont plaidé que finalement ils avaient utilisé une notion juridique qui permet de ne pas respecter la loi si on est dans un état d'urgence pour un mineur. Donc la fille était mineure. Et donc, ils ont considéré que finalement, ils avaient choisi le moindre mal. Qu'ils étaient dans une situation de contrainte et qu'ils avaient pris la situation la moins mauvaise pour la jeune fille mineure. Et imaginez si elle avait été majeure, ça ne marchait pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Si la fille a 19 ans, elle est majeure, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc, il ne faut pas croire que le fait qu'on n'a jamais poursuivi, ça ne porte pas de conséquences, et on va voir que finalement, il y a quand même des risques. Hein. Là, je vous ai raconté ça, les années 80.
ces conditions, finalement, sont des concessions qui ont été faites aux anti-avortements, et c'est un réservoir aujourd'hui pour attaquer, finalement, l'accès à l'IVG. On va voir comment. Eh bien, évidemment, aujourd'hui, on ne va plus invoquer la moralité publique, parce que la moralité publique, ça a évolué avec le temps, donc on n'est plus là-dedans. Mais par contre, l'enfant à naître, rappelez-vous, l'adoption d'enfant à naître, ça marche bien aujourd'hui. Et ça marche bien parce qu'en fait, on organise un conflit. Un conflit entre le droit des femmes à décider d'avoir un enfant ou non, et le droit des enfants non nés à être reconnus comme des êtres à part entière. Donc vous savez, évidemment, c'est toute la logique religieuse qui stipule que dès qu'il y a conception, il y a un être vivant. Why not? Chacun son avis, moi ça ne me dérange pas. Si les catholiques estiment qu'elles ne doivent jamais avorter, c'est très bien, sauf que c'est pas vrai, elles avortent aussi, mais bon. Mais de là à imposer ça à quelqu'un d'autre, c'est autre chose. De là à en faire à intégrer dans la loi, finalement, le dogme religieux, là je pense qu'on est quand même dans un débat que les laïcs connaissent très bien. C'est quand même la suprématie de la loi civile sur la loi religieuse. Mais on va voir qu'en Belgique, ils ont été très malins, les Cathos. Parce que dès le milieu des années 90, donc 90 c'est le vote de la loi, eh bien, on commence à discuter quand même quand il y a fausse couche et les morts-nés ne sont pas bien reconnus en Belgique. Et c'est vrai qu'en Belgique, quand on a une grossesse après 180 jours qui s'interrompt brutalement, accidentellement, eh bien, les parents, parce qu'à partir de 6 mois, ils sont considérés comme les parents d'un mort-né. Et donc, ils reçoivent un document qui atteste du mort-né. Donc, c'est un acte de décès, inscrit au registre des décès. Alors, à partir des 90, on a décidé, oui, mais enfin, c'est quand même triste. À l'époque, c'était un acte qui datait de Napoléon, et donc c'était pas du tout dans le Code civil, c'était, si vous voulez, une circulaire de salubrité publique pour qu'à 6 mois, il y ait une sépulture, etc. Et donc, on était obligé de déclarer quand il y avait un mort-né après 6 mois. Avant 6 mois, vous n'étiez pas obligé. Donc, le PC de l'époque dit non, mais ça ne va pas quand même, bon, on va créer un nouvel article dans le Code civil, donc on fait l'article 90 du Code civil, qui ne change pas grand-chose, sauf qu'on dit on peut ajouter un prénom. Jusque-là, on se dit, oui, c'est vrai, 6 mois quand même, un prénom, c'est légitime. Bon. Alors ça se passe comme ça. Et finalement, personne n'y voit malice. Et je trouve que c'est logique. Clairement, quand on perd une grossesse à 6 mois, c'est qu'on voulait garder la grossesse. Donc c'est un enfant dans lequel on a investi en tant que parent. Et donc lui donner un prénom de manière facultative, c'est quand même pas... je veux dire, qui va aller contester ça? Alors, 3 ans plus tard, on se dit, oui, mais alors, clairement, si c'est déjà un enfant, il faudrait pouvoir prévoir une sépulture. Alors, on commence à discuter, et ça, c'est la Flandre catholique dans toute sa splendeur, puisqu'en fait, il y a une régionalisation de la législation sur les cimetières. Donc, en 2004, la Flandre décide qu'on va pouvoir enterrer ou incinérer une fausse couche à partir de 12 semaines. Pourquoi 12 semaines? On ne sait pas pourquoi 12 semaines. 12 semaines, la limite de l'avortement. Donc, quand même, en francophonie, on se réveille un peu, on se dit, oula, attends, ça ne va pas, 12 semaines, parce que ça veut dire qu'en fait, après, je veux dire, si on estime qu'un petit fœtus, embryon de 12 semaines et un jour a droit à une sépulture, comment on va faire un avortement à 14 ou 15 semaines, ça ne va pas le faire, ça. Donc, on se dit, disons qu'à Bruxelles et en Wallonie, on va mettre 15 semaines. Et donc, tout se passe très bien. 2004, 2007, 2009. Mais là, franchement, nous les laïcs, on n'a rien vu venir. On se dit, oui, pourquoi pas. Attendez, 15 semaines, c'est hallucinant. C'est hallucinant de faire un cercueil à 15 semaines. Alors pour la population musulmane, c'est très grave, parce qu'en fait, eux, quand on leur dit, vous pouvez enterrer le reste de la fausse couche, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font, parce qu'en fait, la loi dit la norme, il ne faut pas se leurrer. Et puis alors, ils doivent l'envoyer en terre d'islam, les petits. Et donc ça a des répercussions sur les gens. Il ne faut pas croire que c'est juste, oui, c'est facultatif. Mais non, quand on dit à quelqu'un, tu peux enterrer ta fausse couche, en fait, tu te sens quand même un petit peu, tu dis, dire, non, moi je m'en fous, mettez-le dans les chaînes atomiques, non, on n'a pas envie d'apparaître comme ça. Donc il y a quand même clairement quelque chose d'émotionnel qui commence à rentrer dans la législation.
Alors le clou, hein, c'est quand même en 2014, hein, donc en 2014, nos amis du CDNV et de la NVA décident de modifier le décret flamand. Et donc, ils le modifient, ils font ça très simplement, donc ils barrent 12 semaines. Voilà. On barre 12 semaines, et voilà, donc en Flandre, tu peux enterrer ou incinérer ta fausse couche à un jour. Il n'y a pas de délai minimal. Alors, franchement, nous, quand on a vu ça, on s'est dit, bon, alors là, je pense qu'on a raté le coche, qu'est-ce qu'on va faire? Surtout dans la foulée, qu'est-ce qu'on a vu arriver? On a vu arriver une super proposition de loi, n'est-ce pas, qui veut humaniser la situation des femmes qui font une fausse couche. Donc ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'en fait, ils nous ont vendu un truc, qu'il fallait aider les femmes qui faisaient des fausses couches en leur donnant un acte de naissance, quelle que soit la durée de la gestation, parce que quand même, elles ont besoin d'un document qui prouve qu'elles allaient avoir un enfant, et que donc, si elles veulent, elles peuvent mettre un prénom et même un nom de famille. Donc là, on dit, bon, écoutez, là, il y a quand même un problème, on ne va pas donner un acte de naissance à l'état civil pour une grossesse qui n'a rien, en fait. C'est même pas un fœtus, ça peut être un embryon. Et donc, on a dû faire un travail, vous imaginez pas le travail qu'on a dû faire, parce que dans toutes les partis politiques, ils étaient prêts à faire. Alors, un disait, oui, on va quand même pas aller à 12, on va aller jusqu'à 12 semaines, on va donner un nom de famille, on va pas donner un nom de famille. Ah oui, un projet de maternité obligatoire, oui, super. Donc, la dame qui a une grossesse de 3 mois et elle la perd à 3 mois, on lui dit, ben non, ben, c'est 3 mois chez toi, congé de maternité, t'as pas de bébé, c'est pas grave, hop, et tu restes chez toi toute seule à pleurer sur ce qui t'est arrivé. Et donc, on a vraiment dû faire un lobbying d'enfer, mais je vous dis pas, je me suis fait traiter d'inhumaine, de menteuse. Et donc, on est allé dans les partis politiques, on a fait des débats à la radio, etc. Et même les journalistes me disaient, enfin, Madame Mosberg, quand même, un peu d'humanité, ah, qu'est-ce que c'est laïcs radicaux, quand même. Et on essaie d'expliquer que, en fait, c'est un cheval de Troie contre l'interruption de grossesse, c'est rien d'autre. Et comment on a réussi finalement à faire reculer, bah, c'est pas fini, hein, parce qu'il va revenir à Gaines avec ça, parce que ça, c'était les députés, mais le pire, c'est que dans la déclaration de politique générale du gouvernement Michel, eh bien, il y a modification de la législation sur l'enregistrement des morts-nés. Donc, ils sont obligés de légiférer là-dessus, voyez-vous. Tandis que l'interruption de grossesse et sa déclaration totale, c'est pas inscrit, donc on nous dit « Ah non, c'est pas dans la déclaration, donc on va pas discuter de l'avortement. » Non, mais on va discuter des morts-nés, n'est-ce pas? Et donc, Gaines, il va revenir avec son projet de loi. Et quand c'est un projet de loi, je peux vous assurer pour contrer ça, pour ce que je vais tout. Parce que ça passe, évidemment, en majorité contre opposition. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé les rencontrer avec le Conseil des femmes francophones, parce que j'ai une autre casquette, je suis vice-présidente. Et alors, on va être la présidente, qui est une des maires, comme vous savez, et on rencontre une NVA, une CDNV, donc nous on dit, on veut discuter, en tant que femme, c'est important, on va discuter. Bon, on a bien préparé notre coup. Et donc, on prend tous les arguments de leur législation, et moi, je leur dis, écoutez, voilà, moi, je peux comprendre qu'on veut un document. Hein, bon, alors, on peut trouver un document qui accompagne l'incinération ou l'inhumation. Bah, l'état civil, c'est peut-être pas tout à fait nécessaire. Si, c'est très important, très important. Bon. On me dit, mais un truc que je comprends pas, je dis, c'est que, au fond, vous prévoyez rien pour accompagner ces couples qui sont dans une détresse. Je reconnais la détresse et je pense qu'il faut accompagner les gens quand ça se passe et que ça se passe mal. Et il y a des gens qui ont besoin d'un long accompagnement et d'autres qui disent, nous, allez, on tourne la page, on en aura un autre, c'est pas grave. Mais je dis, cet accompagnement, il est inégalitaire en Belgique. Quand vous êtes à l'Erasme, vous avez une équipe ou à Saint-Pierre qui vous accueille. Bonne chance à Arlon. Hein. Si vous faites une fausse couche à l'hôpital de Virton, vous faites une fausse couche, madame, tu rentres chez toi, terminé. Donc je dis, ça, ce serait quand même une bonne chose. Qu'on dégage des budgets pour un protocole harmonisé, formé. Alors la dame, elle me répond, je vous dis, elle me dit, non, les femmes n'ont pas besoin d'être accompagnées. Elles ont besoin d'un document officiel, ça leur suffit. Et donc là, évidemment, on avait quand même la preuve que derrière ça, c'était pas du tout aider les femmes à vivre, ou les couples à vivre cette épreuve, c'était finalement modifier la législation. Alors, bon, ça c'est NVA, c'est DNV. Nous avons deux partis politiques aussi en Belgique qui sont contre l'avortement. Hein. Donc le Parti populaire, très sympathique, hein, qui trouve que Christine Defraigne, elle veut une banalisation totale de l'avortement. Bon,
Donc, la banalisation, c'est une chose, mais totale, je ne vois pas très bien, parce que finalement, une banalisation, c'est total. Mais bon, finalement, leur problème, c'est l'avortement. Idem pour le Vlaams Belang, donc leur programme, c'est Stop Abortus. Voilà, donc le problème, c'est pas l'avortement, il faut qu'il y ait un enfant, on est contre l'avortement, on est pour le respect de la vie. Bon, ben, chacun son avis, n'est-ce pas? Mais je vous signale quand même que le premier parti de Belgique, c'est la NVA. Et dans la NVA, nous avons un bon paquet de transfuges du Vlaams Belang, ex-Vlaams Blok, parti d'extrême droite néo-nazi, s'il fallait encore le préciser. Alors ça, c'est le risque, je dirais, politique, le prochain risque politique, parce que les élections 2019, c'est tout bientôt. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vachement se brouiller de sortie d'avortement du code pénal, parce qu'à mon avis, après 2019, on n'aura plus beaucoup de chance d'y arriver. Et alors on se dit aussi, bah, tiens voilà, finalement, mais comment ça se fait que tout ce que je vous montre là, c'est revenu, mais d'où ça sort tout ça? Parce que ça gêne qui finalement? La fille qui avorte, bah, ça la regarde. Hein. Je veux dire, le monsieur du Vlaams Belang de la NVA, c'est quoi son problème? Mais en fait, derrière ça, il y a un problème politique, mais il y a aussi cette question du retour du religieux dans la sphère publique. Et il ne faut pas se leurrer. Notre très charmant pape François, là, qu'on nous présente toujours comme un grand démocrate, bah oui, son premier chemin de croix, c'était contre l'avortement. Parce que monsieur il est très intéressé par les questions d'avortement, lui. Hein. Et c'est pareil pour son copain, le cardinal Giovanni Battista Re, qui était donc le préfet de la congrégation des évêques en 2015. Donc c'est lui qui propose les évêques à la nomination au Vatican. Alors lui, c'est le viol est moins grave que l'avortement. Et alors ici, on arrive à ce que je vous disais au début. C'est qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire que le ventre des femmes, on peut le violer, on peut rentrer dedans, ça c'est pas grave. Mais l'avortement, ça c'est grave. Et ça vous rappelle M. Mercier, donc ce fameux professeur de l'UCL, qui a fait tout un cours en disant que l'avortement est un crime et que le viol était moins grave que l'avortement. Exactement la même chose. Donc il ne faut pas croire que ce sont des hurluberlus perdus dans un coin. Non. Et ils agissent à l'Europe de même. Ils font des pétitions avec des millions de signatures pour la reconnaissance de l'embryon comme un enfant à naître. Alors, la question du viol, hein, et on va arriver ici à la fin de la présentation, c'est pas un phénomène marginal en Belgique. Et tout ce que je vous ai montré avant, le fait qu'on estime que finalement on a un droit de regard sur le ventre des femmes, qu'elles doivent se soumettre économiquement, financièrement, professionnellement, physiquement, ben ça a des effets. Parce que ça veut dire quoi? Ben ça veut dire que la société donne un message. Hein. Elle dit, ben oui, ben les femmes, oui, ben, elles valent moins. Ben oui, les femmes, on peut les forcer à garder une grossesse. Hein. Et ben les femmes, on peut aussi les violer, quelque part. C'est ce qu'on appelle la culture du viol. Et donc en Belgique, une femme sur 3 a subi des violences physiques ou sexuelles depuis l'âge de 15 ans. Plus de 3000 viols sont enregistrés par an en Belgique. Et seule une victime sur 10 porte plainte. Donc on estime, et ça c'était la campagne de Elke Sleurs, l'ex-secrétaire d'État à l'égalité, on estime hashtag 100 viols par jour. C'est super. Donc ça concerne les filles. Hein. Donc 100 filles par jour violées en Belgique. Voilà. Alors là c'est aussi sympa, je trouve, les viols collectifs. Maintenant on déclare les viols collectifs, donc on en déclare 300 par an. Donc comme on sait qu'en général les chiffres c'est 1 pour 10, bon, vous faites le compte vous-même. Voilà, et les statistiques policières, parce que bon, le viol, alors on dit, bah oui, le viol, bon, c'est des types qui ne savent pas se tenir, bon, hein, le stéréotype, mais en réalité, c'est souvent dans les familles. C'est pas le type au coin de la rue, hein, c'est pas dans un bois ou la fille qui se promène toute seule à 4 h du mat, ça arrive aussi, évidemment, mais c'est souvent dans les familles. Et donc la violence envers les femmes, c'est une violence qui est sexuelle, hein, donc on les oblige à avoir une sexualité quand elles ne le veulent pas. C'est des coups, hein, donc on a en 2013, et c'est les statistiques de la police, hein, 40 000 PV pour violences dites conjugales. Moi je ne sais pas de violences conjugales, c'est des violences envers les femmes, point. C'est quoi ça conjugale? Ça n'a rien à voir. Conjugale, pas conjugale, c'est une violence. Et 162 femmes décèdent chaque année en Belgique. Donc vous faites le compte, donc ça fait à peu près tous les 3-4 jours si je compte bien. Et donc les 162 qui meurent, je ne vous dis pas qu'elles étaient dans la filière de toutes celles qui se faisaient taper dessus depuis des années aussi. Hein. Et donc tout ça, ça continue. Et on se demande pourquoi ça continue.
Et moi, je pense que ça continue, parce que structurellement, la violence, elle est là. Elle est dans toutes les strates de la société. Et donc, il faut pouvoir changer la façon dont on regarde les choses et se dire que c'est un problème d'État. C'est pas un problème de personne. Parce que oui, il faut éduquer les garçons à respecter les filles et les filles à être dans une relation égalitaire avec les garçons. Très clairement. Chacun doit faire sa part du boulot. Mais en Belgique, c'est éducation sexuelle à l'école, vous oubliez, hein. On a des ministres catholiques, on empêche l'éducation sexuelle à l'école en Belgique. Hein. Il faut le savoir, c'est un autre débat. Alors bon, les violences envers les femmes sont toujours liées à leur sexe, à leur ventre, que ces violences soient physiques, économiques ou politiques. L'infériorisation, le rejet des femmes de la société sont justifiés par leur sexe. Mais attention, quand ça arrange l'État. Parce qu'on va voir que finalement, quand ça n'arrange pas l'État, tout à coup, on voit les choses tout à fait autrement. Par exemple, après les guerres, on a une politique nataliste. Hein, donc, pas de contraception, pas d'IVG. Ah oui, mais sauf que quand on n'a pas assez de bras, comme dans les pays de l'Est, après la chute du mur, là, l'avortement, c'est libre et gratuit, madame. Ah, vous pouvez avorter quand vous voulez, pas besoin de vous embêter parce qu'on a besoin de vous à l'usine, donc allez-y, force de travail. Donc, tout à coup, on se dit, attends, bon, alors en fait, en Pologne, jusqu'en 89, c'est libre et gratuit, mais après Jean-Paul II et Valéza, c'est devenu un des pays les plus restrictifs sur l'avortement. Vous voyez? Donc en fait, il faut toujours pouvoir lire les choses aussi dans le contexte global. Et alors ça, c'est aussi très intéressant, je trouve, en Belgique, hein, donc baromètre wallon de 2016. 40% des Wallons et des Wallonnes trouvent que la priorité doit être donnée aux hommes lorsque les emplois sont rares. Donc ça veut dire quoi, ça? Donc je dis, attends, en 2016, difficile d'être contre. Vous voyez. Donc finalement, et je vais faire un petit aperçu un peu plus international pour terminer. Voilà, on pourrait dire que la structure de la société est toujours balisée par une opposition qui est structurellement entretenue entre vie professionnelle des femmes et rôle familial. Et donc ça fait la balance. En Allemagne, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, la pension des femmes allemandes, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Allemagne, les enfants vont à l'école le matin. Il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de garderie. Donc les femmes travaillent à mi-temps. Donc on régule les emplois avec le manque d'infrastructures. Donc c'est pas dit comme ça, mais en fait, dans les faits, c'est ça. Pardon? De mi-temps ou moins que de mi-temps? Oui, moins de mi-temps. Alors on a encore quelques petits problèmes en Belgique, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Mais pour vous montrer qu'il n'y a pas que le Vlaams Belang, le Parti populaire, le pape et ses amis, en février 2017, on a voté en Belgique la reconnaissance anténatale de paternité. Donc ça veut dire qu'un homme peut aller reconnaître une grossesse à 2 mois. Alors le problème est le suivant, c'est qu'on me dit oui mais enfin c'est toujours avec l'accord de la fille. Oui mais il y a un élément qu'on oublie. C'est qu'en fait, et ça c'est prouvé en Belgique aussi, quand une femme est enceinte, 1 fois sur 5, la relation se dégrade. C'est-à-dire qu'elle est dans une forme de domination parce qu'elle est prise finalement dans cette relation avec l'homme qui va devenir le père de son enfant. Donc elle ne peut plus vraiment s'en aller. Et donc très souvent on voit que dans les 2-3 premiers mois de la grossesse, ça commence la coercition, des coups. Et donc un avortement sur 5 serait corrélé à la dégradation de la relation finalement entre le garçon et la fille pendant le premier trimestre de la grossesse. C'est quelque chose qui n'est pas facile à objectiver, mais clairement, quand je parle avec les professionnels de la santé, ils le disent que, voilà, on le sait ça, que l'état de grossesse, finalement, est un état qui met la femme dans une situation de dépendance affective, de faiblesse physique, parce que bon, elle est enceinte, donc je veux dire, il y a quelque chose qui se passe en elle, quoi. Et donc, tout à coup, le gars, certains gars se disent, là, maintenant, moi, je vais pouvoir reprendre la main sur l'affaire. Alors, en mai 2017, fin de la distribution des contraceptions dans les plannings, ça vous l'avez vu, la pilule du lendemain terminée, alors c'est disponible sur Internet, hein, donc bon. Et alors, on n'a aucune étude en Belgique sur ce qu'on appelle la coercition de la procréation. Donc ça, c'est un truc très sympa aussi. Donc, c'est des types qui percent les condoms, qui refusent de mettre un condom, qui jettent les plaquettes de pilules, tout ça pour s'attacher une fille et que finalement, elle tombe enceinte. Et donc, on parle souvent des femmes qui font des enfants dans le dos, mais alors ça, ce truc-là, personne ne le sait.
mais c'est un phénomène qui est tout à fait objectivé. Donc en Belgique, on est en train, avec le Conseil des femmes, de demander des études là-dessus, parce que apparemment c'est un phénomène qui est assez répandu, et quand on commence à parler avec les filles, elles disent « mais oui, je comprends pas, moi je suis enceinte, je prends ma pilule ». Ah oui, mais pour l'analyse de la plaquette, en fait, non, c'était pas de la pilule. Ou bien, ah, j'ai plus ma plaquette, ah, je sais pas, t'as perdu ta plaquette, tu perds tout, t'es quand même distraite, bah oui, bah non, il les a foutus à la poubelle, etc., etc. Et alors, il n'y a pas d'accouchement discret non plus en Belgique. Donc une fille qui veut bien même aller jusqu'à la fin de la grossesse, ou qui est contrainte parce qu'elle est hors délai, bah, elle est obligée d'être la mère de l'enfant. Alors qu'on pourrait trouver un système où finalement, bah, elle garderait la grossesse jusqu'à l'accouchement, et puis elle pourrait de manière discrète ne pas apparaître comme la mère de l'enfant si elle ne le souhaite pas. Non, les filles chez nous, elles vont en France. Quand je pense sous X, et alors là, c'est terminé. Vous savez, les enfants ne peuvent pas retrouver leur mère, les femmes ne peuvent pas retrouver l'enfant, donc c'est une grande violence aussi. Alors pour terminer, je vous le disais, quelques petits exemples de violence d'État, parce que c'est pour vous montrer que ce n'est pas seulement une violence interpersonnelle, c'est quand même un contexte beaucoup plus global. Eh bien, en Suède, jusqu'en 1996, on stérilisait les femmes de manière contrainte. Pour des raisons, elles sont un peu débiles, elles sont pas ci, elles sont pas ça. Donc, stérilisation forcée, programme d'État, jusqu'en 1996. Alors, vous le savez sans doute, il y a en ce moment des velléités pour reconnaître la situation des enfants métis qui ont été enlevés par les religieux au Congo. Et donc qui ont été enlevés à leur mère, soi-disant pour être passés dans des familles d'accueil, alors qu'en fait, clairement, et vous savez pourquoi les métis? Parce qu'ils n'étaient pas tout à fait noirs, alors on avait quand même un peu sauvé leur âme. Vous voyez quand même où on en est, quoi. Non, mais je veux dire, anti-féminisme, extrême droite, racisme, franchement, ensemble, je pense qu'il y a quand même quelque chose à réfléchir de ça. Et donc il y a vraiment une action ici maintenant, il y a un groupe qui s'appelle Métis en Belgique qui a réussi à faire déposer des propositions de loi, et donc il y a des recommandations en ce sens. Alors, l'Australie, très intéressant, donc pendant 100 ans quand même, de 1869 à 1969, donc ils ont également enlevé les enfants métis pour les soustraire à ces vilains sauvages tout noirs, et en 1997, ils ont reconnu l'affaire, et donc il y a un National Sorry Day, donc c'est le jour du pardon, ils demandent pardon à tous ces enfants, et bon, il y a une cérémonie officielle pour reconnaître ce problème. En RDA, de 49 à 89, donc quand même pendant la période communiste, enlèvement par la Stasi et les services sociaux à l'enfance de plus de 10 000 enfants, de filles célibataires et de jeunes couples rebelles. Donc on voit bien l'adéquation sociale. Bon, les filles célibataires, c'est pas bien, les rebelles, c'est pas bien non plus, donc on vous prend votre gosse, quoi. Donc c'est pas seulement parfois on vous empêche d'avorter, c'est aussi comment finalement on attrape les gens par le ventre des femmes, quoi. Idem en Irlande, ça vous l'aurez vu, le scandale des bébés du péché de nouveau, hein, les vilaines font pécher. Bon, alors là, c'est une horreur, voilà, parce qu'en plus on les laissé crever, ces pauvres gosses. Bon. Et ça, c'est de nouveau évidemment la société catholique conservatrice. Alors, en Espagne, là jusqu'aux années 80, alors le fameux gynéco qui prenait les filles à l'accouchement, il exerce toujours à Bilbao, je peux vous donner son nom si ça vous intéresse. 300 000 enfants espagnols ont été volés à la naissance. 300 000. Alors on les vend à des riches sud-américains, parce que c'est des filles, souvent des filles mères ou des filles pauvres. Il y en a une, je me rappelle dans le film, elle dit on me l'a pris à la naissance et j'ai vu que ça n'allait pas. Elle dit, je m'en foutais, je saignais encore, j'ai couru. J'étais jusque dans les caves de l'hôpital, et j'entendais des bébés qui pleuraient. Et j'ai ouvert la porte, j'ai reconnu le mien, je l'ai pris, je suis partie en courant, et j'ai sauté dans un taxi, je suis arrivée chez ma mère. C'est dingue, dans les années 80. Et alors, en Angleterre, c'est pour terminer, mais pour vous montrer que c'est pas seulement des régimes dictatoriaux. Donc, en Angleterre, il y a eu un problème avec un enfant qui avait été maltraité. Et après ça, les services sociaux de l'enfant se sont sentis très mis en cause. Et donc maintenant, ils vont dans les familles. Donc les gens qui n'ont pas assez d'argent, les filles qui sont seules ou qui ont une vie un peu dissolue, on leur prend leur gosse. Et donc c'est des milliers d'enfants qui sont retirés à leurs parents ou à leur mère. Et donc ça a fait scandale en 2016. Et c'est les services sociaux, c'est l'État. C'est l'État anglais. Enfin l'État britannique. Donc
Ça montre à quel point finalement le ventre des femmes est un enjeu économique, social et politique. Je vous remercie. Je pense que la projection n'était pas nécessaire. Sylvie était assez claire, elle est comme d'habitude, mais maintenant la parole est à la salle, parce que je pense qu'il y a pas mal de questionnements. C'est la première question qui est toujours la plus difficile, mais je vois que Muriel en a une bonne à poser. Si vous voulez le micro, je passe. Je remercie vraiment pour cet exposé qui est absolument extraordinaire. La question serait aussi celle des papas. Comment vivent les papas? Parce que je pense qu'il y a des hommes qui subissent le choix d'une femme et qui ne sont pas forcément prêts à supporter l'avortement du choix de la maman. Et voilà, bon, c'est lié au ventre de la femme, mais quand on forme un couple, comment vivent les papas? Je crois que la question, c'est... Il faudrait l'exprimer si une femme décide d'interrompre la grossesse contre l'avis de son compagnon, ça pose quand même la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette relation. Qu'est-ce qui fait que dans une relation, on ne peut pas trouver, par rapport à cette question qui est vraiment cruciale pour le couple et l'avenir de la famille, un moyen de se mettre d'accord. Mais clairement, parce que c'est aussi ça qui se passe. Je discutais avec un maire l'autre jour, et on lui dit « moi je suis pour la dépénalisation de l'avortement, mais s'ils ne sont pas d'accord, il faut une médiation. » Alors je dis « oui, c'est très bien la médiation, mais si la médiation n'aboutit pas, je veux dire, qu'est-ce qui se passe ?» Moi je pense que, in fine, je ne sais pas si un homme peut se rendre compte de ce que c'est d'avoir une grossesse, un accouchement. Je ne sais pas si un homme peut se rendre compte de ce que ça peut vouloir dire pour le corps d'une femme, et ce que ça veut dire d'accoucher. Voilà. Et donc je pense que, in fine, la décision doit revenir à la femme, même si, en tant que psychanalyste, je pense qu'il faut pouvoir questionner la difficulté du couple par rapport à cette impasse. Voilà. C'est un peu comme ça que je pourrais faire. Merci. Oui, donc merci. Dans ce problème, donc, vous dites que c'est un enjeu politique, économique et social. Vous avez bien dit et répété plusieurs fois que c'est avant tout un problème de femmes, qui est un retour du religieux et de l'anti-IVG et autres politiques de contraception. N'est-ce pas d'abord, avant tout, un problème de femmes, au point que vous ne savez pas, je veux dire, il manque une sorte d'union des femmes, et que finalement vos meilleurs ennemis, ce sont encore finalement les catholiques féminins, plutôt que les hommes. Et que je crois qu'il n'y aurait-il pas un problème parmi les femmes qui sont plutôt pro-IVG contre les femmes qui sont plutôt pro-vie. Mais parce qu'avant, je ne sais pas si c'est une question d'homme ou de femme. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, finalement? Ce qui me fait dire ça, c'est que ce sont les femmes qui prennent position, finalement, qui sont pro-vie, comme on appelle ceux qui sont plutôt pro-vie, les anti-IVG, et que celles-là, elles sont quand même bien actives, bien nombreuses aussi, des fois bien visibles, et que des fois, effectivement, le pouvoir des hommes s'exprime par ces femmes-là, et que j'ai l'impression des fois qu'elles sont aussi nombreuses que ceux qui sont
parmi nous, ceux qui sont plutôt pour, comment on dit, le droit de la Pour femme le libre choix, oui. Oui. Aussi nombreux, je ne pense pas. Parce que clairement, par exemple, le mouvement féministe chrétien est pour le droit à l'avortement. Clairement, dans les milieux chrétiens, hommes et femmes confondus, il y a des personnes qui sont pour la dépénalisation de l'interruption de grossesse. Maintenant, très clairement, dans les partis chrétiens ou à la NVA, ce sont des partis finalement qui sont pour l'ordre établi, c'est-à-dire qui se prononcent pour une société de la sanction, pour une société de la famille. Et donc, si vous voulez, ce sont ce qu'on appelle des réactionnaires. Alors très clairement, il y a une connotation idéologique là derrière, mais je ne sais pas si ce sont nos meilleurs ennemis. Je pense que nos ennemis sont les réactionnaires et les religieux, hommes et femmes confondus. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué quand on se présente dans les médias face à une femme politique qui tient ce discours qui dénie aux autres femmes le droit de décider. Puisque finalement, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas de recourir ou non à l'avortement. Ceux qui ne veulent pas y recourir, on ne va jamais les y obliger. Ça reste un délit pénal, évidemment. Mais c'est de faire émerger cette notion de libre choix, c'est-à-dire de pouvoir finalement être dans une société où on n'est pas soumis à un diktat. Et donc, clairement, les partis de droite, d'extrême droite et réactionnaires, eux, ils dénient le régime de liberté. Donc, je pense que c'est plus sur le plan de l'autodétermination et de l'exercice des libertés que ça se pose, avec évidemment tout le discours vaticanesque là derrière. Mais on va le voir parce que, par exemple, la députée Catherine Fonck, qui siège en commission justice, et donc c'est une députée catholique, elle est médecin. Et donc, moi, je veux que quand il y aura des discussions, de médecin à médecin, elle explique pourquoi elle est contre la dépénalisation totale de l'avortement. Et je pense que ça va être un sérieux bras de fer. Donc oui, effectivement, bon, voilà, ça pose des problèmes. Mais je ne crois pas que les femmes sont nos meilleurs ennemis. Je crois qu'au contraire, il faut aussi se rendre compte que toute conviction philosophique ou religieuse confondue, quand une femme ne veut pas d'une grossesse, elle avorte. Voilà. Elle peut très bien s'être prononcée auparavant qu'elle n'est pas pour l'interruption de grossesse. Mais bon, on voit bien, dans les hôpitaux catholiques, ils ne font jamais d'avortement. Ils font beaucoup plus de curetage qu'ailleurs, donc en clair, ils avortent. Voilà. Et avant la loi, c'était pareil. Je veux dire, les femmes des milices catholiques, elles avortaient aussi. Donc, c'est aussi confronter les personnes à finalement une politique qui sort de l'idéologie. Et donc, une politique de garantie des libertés. Mais pour pouvoir exercer la liberté, il faut avoir une information juste, précise, complète. Donc c'est pour ça qu'il faut une éducation à la sexualité, c'est pour ça qu'il faut éduquer les gens à l'exercice de la liberté. Et on sait bien que, c'est difficile la liberté, parce que c'est plus facile de suivre un mode d'ordre. Voilà. Alors on revient finalement à cette question d'une société qui est peut-être plus mouvante, moins rassurante quand elle n'est pas terriblement cadrée. Mais vous savez comme moi que les cadres rigides, ça crée beaucoup de problèmes et je ne pense pas qu'on a envie en Belgique d'aller vers ce type de régime. Donc c'est un enjeu plus large, je pense. Oui, je voulais revenir sur vous en avez parlé, que la femme qui n'a pas d'enfant, souvent elle a deux possibilités, ou elle est mal faite, ou elle est égoïste. Souvent c'est son choix. Mais ce choix lui est dicté par d'autres femmes. C'est la femme qui pose la question, c'est jamais l'homme. Une femme va dire, tu es mariée? Oui. Tu n'as pas d'enfant? Non. Et donc quelque part, la femme est tellement conditionnée au fait qu'elle doit avoir des enfants, qu'elle-même, elle continue à donner ce message de culpabilité à la femme qui n'en a pas. Oui, je suis d'accord avec vous, et d'ailleurs je l'ai montré à quelques reprises, les stéréotypes sont tout à fait intégrés par la population féminine, que ce soit pour le travail ou pour
le rapport à la pulsion sexuelle, etc. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver un espace où les jeunes générations peuvent parler ensemble de ce que c'est une relation sexuelle, de ce que c'est l'intimité. Et aujourd'hui, malheureusement, comme je l'ai dit, il n'y a pas de généralisation de ce qu'on appelle les VRAS, donc l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et donc il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans des relations amoureuses en ayant comme seul repère que la pornographie d'Internet et qui n'ont pas finalement, s'ils ne l'ont pas reçu dans leur milieu familial, qui n'ont pas accès à qu'est-ce que c'est de construire une relation finalement, qu'est-ce que c'est de s'ériger comme un sujet libre, qui pense librement. Parce que quand les femmes dont vous parlez, elles sont finalement, elles ne sont pas libres parce qu'elles ont intégré les codes et l'assignation. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que il y a un développement dans le temps. Moi je me souviens par exemple, j'habitais à la campagne et quand j'ai commencé à militer pour le droit à l'avortement, et il y avait une dame que je connaissais très bien, qui était super sympa, elle passait toujours avec son chien, etc. Et elle avait eu un enfant handicapé. Et elle me disait, mais je ne comprends pas pourquoi tu milites pour l'avortement, c'est quand même dégueulasse l'avortement. Bon, elle n'avait pas pu avorter, je pense, parce qu'on n'avait pas vu que l'enfant, etc. Donc elle avait toute sa vie, elle avait élevé ses gosses, elle avait été veuve 2 fois, donc elle avait tout le poids de son histoire, et finalement elle déniait aux autres une liberté qu'elle n'avait pas pu recevoir. Pareil pour la politique, elle trouvait que les femmes ne devaient pas aller en politique, elles devaient rester chez elles, parce que finalement, offrir à quelqu'un d'autre qu'on n'a pas reçu soi-même, parfois ça peut vraiment poser un problème. Mais parce qu'alors, voilà, on se sent lésé finalement. Mais elle n'aurait peut-être pas choisi d'avoir. Absolument. Peut-être qu'elle aurait dit, je sais qu'il est. Je veux garder, bien entendu. Je crois que c'est ça, c'est le problème de liberté, c'est de laisser aux gens le choix, absolument, la liberté de faire cette. Mais pour ça, il faut qu'ils aient la bonne information, qu'ils soient dans un cadre dans lequel ils peuvent exercer cette liberté. Enfin, je pense quand même que la majorité des cas se passent dans des couches sociales extrêmement basses. Non? De quel cas vous Au parlez? niveau de genre de dames qui doivent avorter. D'abord, il y a sûrement pas mal d'avortements qui se produisent sous la pression de parents. C'est très, non, il y a très souvent, j'ai entendu très souvent des cas où vous avez des filles en bas âge qui ont apparemment une éducation sexuelle vraiment nulle et qui oublient une chose primordiale, c'est qu'une relation amoureuse est avant tout un échange. Après, c'est ce que moi je considère, mais je pense que pas mal des jeunes ne considèrent pas ça comme un échange. Tout simplement, j'entendais encore sur la première aujourd'hui, où à la radio on disait que l'accès à la pornographie dans la jeunesse est descendu à l'âge de 9 ans. Alors bon, si les jeunes grandissent vers une sexualité de cette manière-là, eh bien, bonsoir les dégâts, hein, j'ai vraiment peine à imaginer que des gens censés qui ont fait des études ou qui, à la limite, ont une intelligence, parce qu'il ne faut pas nécessairement avoir fait des études pour être intelligent, et avoir le bon sens de comprendre que ces choses-là, quand un couple a une relation amoureuse et ils font un échange, et ils savent bien que s'ils suivent l'aboutissement, c'est le risque ou la chance d'avoir un enfant, je pense. Et comment en arrive-t-on à ce niveau-là? C'est que je pense qu'il y a déjà à la base un niveau d'éducation sexuelle qui est totalement nul. Moi, j'ose dire que, bon, moi j'ai un papa qui était officier, une maman qui était mère au foyer, eh bien, c'est l'accès à la sexualité, je l'attends toujours. On m'a jamais rien parlé de quoi que ce soit. Hein. Et l'échange, il se faisait entre la grande sœur et le frère, et puis l'autre sœur, et si j'avais été fils unique, eh ben... Mais alors, il y a plusieurs éléments. Sur la question de la couche sociale ou l'origine socio-économique, non. La commission d'évaluation montre que l'avortement n'est pas corrélé à un contexte socio-économique particulier. Mais ça facilite quand même. Pardon? Ça facilite.
Alors, je vais aller un peu plus loin. Donc, l'âge moyen des femmes qui avortent en Belgique, c'est 27 ans. Donc, ce ne sont pas des jeunes filles qui ne sont pas au courant de rien du tout. Quand il n'y a pas d'information à la maison, donc ils sont dans un contexte social et familial qui n'est pas très soutenant, on remarque qu'il n'y a pas non plus souvent d'information à l'école. Donc il y a une double inégalité. Les enfants qui ont un contexte social et familial soutenant dans lequel il y a une discussion, une possibilité d'en parler, eux, ils reçoivent aussi à l'école l'information. Donc très clairement, l'éducation sexuelle est inégalitairement répartie et elle double finalement la justice ou la discrimination. Alors sur la question des jeunes filles, il y a une tendance différente aujourd'hui. C'est au contraire que dans les couches socialement défavorisées, les jeunes filles sont plutôt poussées à garder la grossesse. Parce que finalement, c'est une manière d'avoir une reconnaissance sociale. La maternité devient un mode de reconnaissance sociale et on le voit très clairement dans les écoles, par exemple, où, dans les années 80, une fille enceinte, c'était une fille enceinte, c'était pas bien. Maintenant, il y a tout un accueil, on l'entoure, donc elle devient un peu la petite princesse de l'école. Mais alors, évidemment, le revers de la médaille est le suivant. C'est que, par exemple, j'en parlais avec une dame qui s'occupe d'un CPS à Philippeville. Donc, après Charleroi, là, elle me dit, les personnes au CPS, la grande majorité dans mon CPS, c'est des jeunes filles qui ont des enfants et qui sont isolées. Donc, elles n'ont pas le soutien de la famille, le gars il s'est tiré, et elles n'ont rien. Elles n'ont pas de métier, puisqu'elles ont été trop jeunes, et puis elles sont là avec un gosse et elles ne savent pas mourir. Donc, je pense que c'est vraiment différent de considérer la question de l'éducation à la sexualité, de la question de l'interruption de grossesse. Parce que l'interruption de grossesse, elle intervient, comme je vous l'ai dit, en moyenne à un âge quand même finalement assez avancé. Ce n'est pas des idiotes à 27 ans qui ne savent pas comment ça va. Elles font l'amour depuis, à peu près 7-8 ans. Enfin, l'âge moyen du premier rapport en Belgique, c'est 16 ans. Bon, on va dire une petite dizaine d'années. Mais ça peut être des accidents de contraception, très clairement. Ça peut être parfois... elles sont marchées en dehors des clous, quoi. Voilà, elles n'avaient pas de contraception, elles ont rencontré un gars, c'était bien, voilà. Ok. Le gars non plus, il n'a pas pris de contraceptif, il pourrait aussi mettre un condom, quoi. On peut dire. Il y a quand même un grand changement, c'est la pilule du lendemain. Tout à fait, mais la pilule du lendemain, comme je l'ai dit, fonctionne à 48 heures. 72 heures. Oui, 72 heures. Et ça a quand même énormément changé. Alors, le problème en Belgique, c'est que donc, dans les plannings, depuis les années 60, on distribue de la contraception, la pilule contraceptive, et puis la pilule dite du lendemain, qui n'est pas une pilule abortive, c'est une pilule qui empêche finalement la nidation. Donc, c'est pas du tout la même chose qu'un avortement médicamenteux. Alors, le planning, évidemment, a de la contraception d'urgence, comme on l'appelle, disponible de manière gratuite pour les femmes qui viennent. C'est disponible aussi chez les pharmaciens, d'accord? Mais là, c'est gratuit, je pense, et je ne pense pas qu'il faille une ordonnance. Mais depuis le tollé qu'a provoqué Maggie de Bloch en disant que c'était une bombe hormonale, on a supprimé l'accès à la contraception d'urgence en sans de planning. Enfin, les médecins sont quand même les premiers à les prescrire parce qu'ils savent très bien le risque. Et ce sont des pilules de 72 heures qui ont quand même énormément aidé. Bien sûr, ça aide. Jeunes, oui, mais enfin, pourquoi entraver l'accès? Oui, mais pourquoi entraver l'accès? Pourquoi entraver l'accès? Mais les pilules du lendemain, ça a vraiment été un énorme bouleversement dans la génération. Même il y a 10 ans, parce que grâce à ça, c'est sûr. Moi, je voudrais revenir sur l'intervention de Chivo. Parce que, si j'ai bien compris,
je crois qu'effectivement, c'est les femmes, avant tout, qui doivent faire le gros du travail, même en tenant compte de tout le contexte politique. Puis, l'exemple de Micheline le prouve aussi. Et puis, je vais parler d'un autre sujet qui n'a peut-être rien à voir, mais qui est aussi une autre souffrance pour les femmes, c'est l'excision. Ce sont les femmes qui en ont souffert qui vont entraîner leur petite fille pour qu'on fasse la même chose. Donc, tant que les femmes ne prendront pas en main cette partie de leur destin, essentiellement, je vais dire, aidées par les hommes, par la politique, je crois qu'on n'avancera pas. Je vais encore citer quelque chose qui va peut-être choquer, c'est pareil pour le foulard. Ce sont les femmes qui doivent avoir le courage de dire voilà, c'est terminé, on ne le porte plus. Et elles seront aidées par d'autres femmes et par des hommes aussi qui partagent les mêmes convictions. Donc, si j'ai bien compris, moi, c'est ce que j'avais cru comprendre, que le combat, avant tout, c'est celui des femmes qui doivent imposer leur volonté, bien sûr encadrée par des médecins, par des juristes, par des hommes qui partagent les mêmes vies. Mais je crois qu'il y a trop de... qu'elle a donné, c'est assez explicite. Ce sont les femmes qui parlent à d'autres femmes en disant voilà. Mais pourquoi. Ah oui, elle a donné un... Je dis pas que les hommes ne disent pas, les hommes le disent, mais enfin, si les femmes entre elles disent déjà ceci, voilà. C'est vrai que ce combat-là, il est... Alors, je dirais qu'il y a quand même deux éléments différents. Donc, sur l'excision, on estime qu'en Belgique, il y a 4000 fillettes qui sont à risque d'excision. C'est très compliqué de mettre en place des procédures. Et moi, j'en ai parlé notamment avec l'équipe qui s'occupe de ça. Et on avait une réunion au Conseil de l'égalité où je siège pour essayer de trouver des solutions. Et je me suis trouvée face à un argument que j'ai trouvé tout à fait inadéquat. J'ai proposé que de l'ONE jusqu'à la visite médicale à l'école primaire, il y ait un contrôle des sexes des fillettes, comme on fait un contrôle des testicules qui descendent bien ou pas bien, etc. Bon, bref, et que finalement, si les parents qui savent que c'est interdit en Belgique et qui peuvent être pénalisés pour ça, savent qu'il y a un contrôle, ne vous en faites pas qu'ils ne vont pas les envoyer si facilement faire ça dans leur pays. Ils vont trouver finalement un cadre légal avec un contrôle qui va leur permettre de faire échec à cette pression familiale et culturelle. Parce que c'est très clair que la pression est énorme. Et ce n'est pas forcément de gaieté de cœur que les femmes font ça à leurs petites filles. Bon, c'est clair, c'est les tantes, etc. Mais qu'est-ce qui m'a été répondu? On ne peut quand même pas être intrusif à ce point-là et écarter les lèvres des filles. Donc j'ai dit, bon ben voilà, on peut toucher les testicules d'un garçon, mais on ne peut pas écarter les lèvres des filles. Donc il y a... Je pense que c'est un combat, effectivement, que les femmes doivent intégrer, mais demander aux femmes dans la rue, est-ce que vous êtes féministe? Il y en a une sur 10 qui va dire oui, hein. Voilà, donc pourquoi? Il faut continuer. Ben oui, donc il faut continuer. Bon, moi, en tout cas, je pense que je fais ma part du boulot. Une petite parenthèse. Dans votre mouvement, quel est l'appui masculin? Ah, écoutez, moi, je suis arrivée... dans le milieu laïque, après une première carrière, je faisais tout à fait autre chose en 2009. Et c'était assez macho, je dois dire. Quand je suis arrivée, je trouvais que c'était pas très ouvert. Mais voilà, je pense que... Ce qui est incompréhensible. Bah non, c'est pas incompréhensible. C'est aussi comment finalement on présente les choses, dans quel moment on est. Voilà, et puis apporter la contradiction, pouvoir argumenter, avoir un discours qui est quand même structuré, et pas juste des revendications, et puis on veut. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait la différence, parce que dans le mouvement laïque, très clairement, quand c'est argumenté, on fait du libre examen, et puis bon, on met les choses à plat, et puis on se dit, oui, on n'avait pas vu ça comme ça, oui, on va changer notre position. Voilà. Et je pense que c'est comme ça que ça s'est passé, et j'en suis très heureuse, et franchement, je suis très très soutenue, ça je dois dire que... Je suis très très soutenue. Moi, je voulais faire une remarque sur le corps des femmes. Est-ce que les femmes connaissent leur corps? Est-ce qu'elles ont à regarder avec un miroir?
Alors ça aussi c'est assez récent, hein, donc il y a des groupes comme ça surtout aux États-Unis où les femmes se mettent ensemble, regardent, elles comparent, parce que très clairement il y a eu tout un discours sur le fait que le sexe féminin était moche, hein, d'ailleurs on voit pas, C'est une fleur. ben oui voilà, donc très clairement c'est différent suivant les sociétés, hein, les sociétés indiennes ou même japonaises, etc. On voit vraiment toute une Les religions expression artistique. Quand Voilà. il faut se laver avec un essuie Voilà, autour de c'est soi. ça. Voilà, J'ai appris c'est ça pendant la guerre. On m'a expliqué, parce que on m'a mis à l'école catholique, parce que la Gestapo m'avait mis en classe néerlandophone. Résultat, les seuls qui m'acceptaient, c'était chez les béguines. Et alors là, on nous avait expliqué qu'il fallait mettre des chaises autour de soi, surtout qu'on ne se regarde pas se laver. Je ne sais pas si on pouvait se laver, Mais ça sont les religions. est-ce que vous savez depuis quand on a finalement découvert l'anatomie du clitoris? Personnellement ou... Non, de manière. De manière scientifique. Mais si on le coupait C'est aux femmes intéressant. pour qu'on ne jouisse pas, c'est qu'on savait quand même. Scientifique, il y a 6 mois. 2014. Donc depuis 2014, on sait que le clitoris n'est pas seulement ce petit bouton turgescent qui vient faire quelque chose Il est à l'intérieur. c'est que c'est un organe qui enveloppe finalement la matrice et qui a évidemment une vie propre, c'est-à-dire des contractions de plaisir, etc. Donc c'est assez grand, évidemment ça fait 10 cm de chaque côté. Donc maintenant vous avez des artistes qui font des clitoris roses, enfin bon, c'est assez... Il y a vraiment tout un monde féministe qui est en train de vraiment bouger aujourd'hui. Il y a une artiste japonaise, elle est extraordinaire. Elle fait des modelages de sa vulve, et alors elle en fait des pirogues. Et alors elle a été censurée au Japon. C'est formidable. Elle est formidable. Mais elle a été vraiment pénalisée au Japon. Hein. Oui, donc c'est pas encore. Voilà, oui. Il y a une très belle pièce au théâtre de Poche l'année passée. Ah oui. Pour ce qui est des femmes, pour ce qui est de découvrir leur corps, ma marraine, je dois être dans les années 30, elle s'est retrouvée dans un pensionnat, je cite l'anecdote, de religieuse. Elle allait prendre son bain et quand elle sort du bain, une religieuse dit « Mais votre chemise n'est pas mouillée ?» Elle dit « Mais non, vous vous êtes baignée nue ?» Elle dit « Oui, vous ne pouvez pas faire ça. » Oui, je dis ça, c'est assez incroyable, mais... C'était comme ça à l'époque. Mais bon, c'est un contrôle social sur le corps des femmes, sur leur plaisir, etc. Clairement. J'ai connu également, mais c'était dans les années 80, une jeune femme. Elle avait eu un enfant qui avait 8 ans. Elle avait 27 ans précisément. Et son compagnon et elle, il y avait un autre enfant qui était en route. Elle était dans une situation, elle se retrouvait au CPS. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était épouvantable. Elle voulait se faire avorter. En Belgique, la chose n'était pas possible. Son compagnon refusait de l'aider, elle devait aller en Hollande. C'est une personne, je voyais, qui sortait un peu de ce qu'on appelle le quart-monde. Donc il y avait eu vraiment très très peu d'indications concernant la contraception. Elle l'a carrément menacé, elle a dit « Si tu ne m'aides pas, je vais t'apporter l'enfant, je le laisserai sur le pas de ta porte parce qu'ils ne vivaient pas ensemble. » C'est triste, du jour au lendemain, il lui a payé l'avortement. Mais le pire, elle s'est rendue en Hollande. Elle a subi l'avortement, ça a été un coup terrible, mais elle a dû revenir le jour même et il y a eu des complications. Je dois dire, c'est la première fois que j'ai été confronté à ce genre de choses à l'époque, mais ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué profondément. C'est pour ça que quand Baudouin a fait ce qu'il a fait sans entrer dans les détails, j'étais profondément choqué. Profondément choqué. Et le religieux est encore une des pires choses. Le retour du religieux est une des pires choses que je puisse imaginer pour la condition des femmes. Moi, je voulais peut-être terminer par une anecdote plus agréable.
on a eu l'immense honneur, l'immense plaisir d'accueillir le docteur Perks quand il est sorti de prison. Nous l'avons accueilli, j'étais encore directrice d'école, aux sources du Gai-Savoir, où c'était plein de monde, où il a donné évidemment une conférence avec toute l'humanité qu'on lui connaissait. Ça, c'est un de nos beaux souvenirs, en tout cas. Je voulais vous poser la question parce que il y a deux choses. Il me semble que j'ai entendu parler de la fermeture d'une des 2 boîtes à bébés qui existent en Belgique. Je voulais savoir, est-ce que ça provient d'un courant ou quoi aux caisses? Et puis vous avez été assez alarmiste sur la possibilité de sortir l'avortement du code pénal, mais le sortir vraiment avant 2019, l'air de dire qu'après 2019, avec les élections, on n'y arrivera plus jamais. Est-ce qu'il y a déjà un combat qui est mené dans ce sens? Tout à fait. Donc, sur le site du Centre d'action laïque ou en envoyant un mail, vous pouvez vous procurer cette petite brochure qui raconte l'histoire de l'avortement dans le code pénal, donc 1867-2017, donc vous voyez que ça fait quand même un paquet de décennies. Et donc vous verrez à la fin de ce document les propositions de loi qui sont, enfin à résumer, les propositions de loi qui sont actuellement sur la table de la commission justice. Les dernières pages racontent comment on est arrivé finalement à faire déposer ces propositions de loi. C'est quand même le mouvement laïque qui est derrière toutes les propositions, que je peux vous dire. Donc bon, parce qu'il faut les aider, les politiciens, il ne faut pas que ça va faire. Et comment aussi le MR nous contre pour l'instant et qu'on espère vraiment que le MR va sortir. Le MR a une proposition de loi, donc si eux la sortent, on est bon parce que l'OpenVLD, qui est un parti de la majorité, a déposé juste avant les vacances. Mais malheureusement, Koengens, qui veut avoir ses fœtus à l'état civil, il essaie de faire un donnant-donnant. Donc là, on est dans un moment politique un peu particulier. Donc très clairement, si vous pouvez soit signer le manifeste des 350 pour l'article 350 du Code pénal, diffuser, on a des petits pins, ça c'est la campagne IVG Code pénal, ça c'est celle du Conseil des femmes, maman si je veux, quand je veux, comme je veux, elle est signée. On a un film sur internet qui s'appelle Le Corps du délit, que vous pouvez aussi avoir gratuitement au Centre d'action laïque, avec un dossier pédagogique. Il y a tout sur le site, et pour nous, vraiment, ce qui compte maintenant, c'est que chacun puisse aller là où il parle pour pouvoir dire c'est maintenant qu'il faut faire. Il faut vraiment pousser les politiques. Ils sont prêts. Enfin, je vous dis, moi, les premières propositions, c'est printemps 2016, je pense, qu'on l'a eu. Mai 2016, c'était défi. Et donc, nous, on a vu tous les partis pendant des mois et des mois et des mois. On a donné tous les éléments. On leur a dit, voilà, votre parti pourrait déposer ça. Quel délai? On a fait 3 grands colloques. Un à la VUB, un à Liège et un au Sénat. Le premier, c'était avec tous les juristes et les grands médecins, professeurs d'université. Le deuxième, c'était avec les centres de planning, les féministes à Liège. Et le troisième, c'était avec tous les partis politiques au Sénat, sauf le CDNG et la NVA qui n'ont pas pu venir. Mais ces actes de colloque sont disponibles sur Internet également. Donc c'est vraiment la somme de toutes les discussions qu'on a eues depuis 2014 quand on a repris le flambeau. Donc clairement pour moi c'est maintenant. Je veux dire, si on n'obtient pas que ça passe en commission justice avant l'été, ce sera fini. Donc il faut se battre et je ne pense pas du tout que c'est impossible à obtenir. Mais si on n'obtient pas un vote en commission de justice avant le mois de juillet, ça ne passera plus parce qu'après on sera dans une année préélectorale et ce sera fini. Donc je pense que vraiment c'est le moment, c'est l'instant. Quelle est la position du parti des filles donc tous, hein, donc aussi bien, donc, toutes les propositions que vous avez ici sont des propositions pour sortir l'avortement du code pénal. Donc si le gouvernement n'entend pas qu'on a, donc c'est 2, 4, 6 partis qui sont, enfin 6 ça fait quand même beaucoup, hein, je veux dire, bon, il reste le CDH, la NVA, le Vert de l'Âne, le PP, bon voilà. Mais bon, il y a une majorité de partis qui ont déposé, donc c'est pas normal qu'ils ne nous entendent pas. Et donc 2 fois en commission de justice, on y était, c'était à l'ordre du jour, et 2 fois le MR, une fois il a dit, ah, il y en a un qui est sorti, ah, il n'y a plus le quorum, on arrête. Je dis, attends, je rêve, quoi. Il nous bypass, on l'avait à l'ordre du jour. Et la deuxième fois, c'est l'OpenVLD qui a soutenu la NVA et le CDNV qui disait, ah, il y a une nouvelle proposition de l'OpenVLD, on n'a pas eu le temps de la lire, alors on reporte la discussion. Il y a eu un tollé général sur le banc de l'opposition, mais rien n'y a fait. Donc voilà, la bataille est là, hein. Je veux dire, c'est pas...
C'est pas hypothétique, hein, c'est maintenant. La bataille reste toujours au niveau national, parce que bon, il y a beaucoup de sujets, c'est un sujet relativement important tout de même, et, par rapport, on a parlé qu'on allait en Hollande, comme si bon, c'est un élément relativement, oui c'est évident parce qu'on le connaît depuis très longtemps, mais qu'est-ce qui se passe au niveau, on va dire, purement international? Est-ce que vous avez des contacts pour faciliter des pays qui sont vraiment, me semble-t-il, dans la désolation Alors, en tout cas, en ce qui concerne l'Europe, si vous allez sur mon blog, vous verrez que j'ai pris la parole le 25 septembre, Jean-Pierre, 25 septembre, je pense. Oui, je pense le 25 septembre. Donc il y avait une commission spéciale pour les droits des femmes et les droits des femmes et l'aide au développement. Et donc c'était la journée spéciale de la contraception, journée internationale de la contraception. Et donc, moi je suis intervenue en fin de session pour dire que pour moi l'interruption de grossesse faisait partie de la planification familiale et que donc il ne s'agissait pas de la détacher de la contraception. Ça dure 7 minutes, vous verrez que voilà, c'est assez cash. Bon, après, il y a eu une discussion avec des députés européens complètement hallucinants. Quoi. Un type qui dit moi, je veux pas que l'argent des impôts aille pour la contraception, elles ont qu'à prendre des thermomètres. Bon, enfin, tu dis. Un Allemand. Il y a longtemps. Et alors, sous la question des pays, en tout cas pour les pays européens, également sur le site du CAL, nous avons publié État des lieux de l'avortement en Europe, actualisé ici en septembre 2017. Donc, par pays, vous pouvez voir les menaces. Bon, alors je vous donne un exemple. En Hongrie, ils ont frappé une monnaie avec un fœtus dessus. Oh, ouais, c'est magnifique. Oui, et donc ils ont inscrit la protection de l'embryon dans la Constitution. Ouais. Et donc par pays, vous voyez un peu les problèmes qu'il y a. Ce qu'il faut savoir, c'est que la question de la législation ne peut jamais être détachée de la question de l'accès. Donc, par exemple, en France, Najat Vallaud-Belkacem, sous François Hollande, a reconnu un droit à l'interruption de grossesse, mais en France, on fait des restructurations hospitalières, ce qui fait qu'il y a des femmes qui n'ont pas accès à l'interruption de grossesse. Okay. En Angleterre, par exemple, ils ont un très bon accès et leur loi est assez nulle parce qu'il faut 2 médecins, je ne sais pas quoi. Enfin bon. Donc, au fond, c'est très clairement une question à la fois législative et à la fois sociale, c'est-à-dire l'accès à la santé, l'accès aux infrastructures. En Italie, on peut avorter, la loi le permet, mais il n'y a pas de médecins qui veulent le faire. Voilà. Donc, alors vous avez aussi l'alliance des religieux. Vous avez en 2016 une alliance entre les orthodoxes, les évangéliques et le Vatican, qui ont décidé qu'ils allaient faire du forcing à l'Europe pour empêcher toute législation qui permet une harmonisation de l'accès à l'avortement. Nous, c'est ce qu'on réclame. On réclame ce qu'on appelle la clause de l'européenne la plus favorisée. C'est de dire qu'il n'est pas normal qu'en Irlande, on laisse crever des femmes parce qu'elles ont une grossesse gémellaire et qu'on ne veut pas supprimer un des 2 fœtus. Donc, la femme est morte, les enfants sont morts, tout ça parce qu'ils n'ont pas voulu supprimer un des 2 fœtus. En Irlande, hein, donc c'est de l'autre côté de la mer. Hein, okay. Donc, en Pologne, c'est en cas de viol, mais il faut prouver le viol. Ouais, c'est chouette aussi. Voilà, donc, enfin, je veux dire, donc, nous, on demande que le standard de l'européenne la plus favorisée, toutes les femmes européennes aient droit à ce même accès à la santé. Et on le met sur le plan de la santé parce que l'OMS a reconnu que l'accès à l'avortement est un droit à la santé. Et maintenant, la Convention européenne dite d'Istanbul, c'est pas de bol, c'est d'Istanbul, c'est ça, vient de reconnaître que non seulement l'avortement forcé était un acte de torture à l'égard des femmes, mais maintenant les grossesses forcées sont reconnues comme un traitement inhumain et dégradant. Et donc ça, c'est vraiment très important. Ils n'ont pas voulu mettre le mot accès à l'avortement, parce que ça fait bondir tout le monde, mais dire qu'une grossesse forcée est un acte inhumain et dégradant, c'est un énorme pas en avant au niveau européen. Donc franchement, il y a des espaces pour agir, mais bon, il faut en parler. Et moi, je peux vous dire, question la une de mercredi passé, pendant 4 ans, j'ai demandé qu'il fasse un sujet. 4 ans. Ok. On l'a vu la semaine passée, il était pas mal, je trouvais le sujet, ça allait. Mais bon, c'était quand même des femmes qui étaient toutes tristes qu'ils avaient avorté. Bon, à la fin, il y avait quand même, voilà, on a pu s'exprimer. Mais bon, c'est le service public, hein, que diable. C'est grave, hein. Et quand ils font un sujet, à votre avis, là, avec Stéphane Mercier, ou l'autre folle qui dit qu'on peut avorter jusqu'à 9 mois quand il manque un doigt au fœtus et qu'il n'y a personne qui dit rien sur le plateau, on a fait une plainte.
On a fait une plainte au Conseil de déontologie journalistique en disant c'est pas normal qu'en Belgique on construise une émission d'information du dimanche midi sur les arguments des anti-IVG. Et ils ne voulaient pas m'entendre. Ils disaient enfin vous avez mal compris, etc. Donc on a fait cette plainte, on a eu 2 heures de discussion avec le juriste et le chef de l'information de la RTB. Et je peux vous dire que quand ils sont sortis, ils étaient un peu laminés, quoi, parce que dans le genre, c'était incroyable. Comment ils ne comprennent pas? Ils sont dans une lecture, enfin je veux dire, tout ce truc a dégouliné, je vous dis, depuis les années 90, et voilà, et l'avortement c'est toujours un drame, et c'est pour femmes qui doivent avorter. Non, le problème c'est qu'on est stigmatisé quand on avorte, le problème c'est que les médecins vous remballent alors que vous devriez avoir accès, et qu'on arrête de dire aux femmes que c'est un drame. Oui, pour certaines c'est un drame, pour d'autres c'est un grand soulagement, et stop, quoi. Voilà, c'est tout. Il faut arrêter avec Mais il faut choisir, hein, de toute manière, qu'est-ce qui est le pire, parce que bon, j'étais dans la situation, je me suis fait avorter, bon, je suis partie en Hollande, parce qu'en Belgique, c'était pas permis. Mais pour moi, il était plus catastrophique de garder le bébé, de me retrouver avec quelqu'un avec qui j'avais pas envie de me retrouver, de devoir abandonner mes études parce que j'avais 18 ans, et j'en étais déjà au stade de regarder les petites annonces pour devenir caissière. J'ai abandonné mes études pour devenir institutrice. C'est toujours un... Bon, alors il faut faire un choix. Non, Moi, je ne savais pas droit à la contraception. Ah non, quand j'ai demandé à ma maman, quand je lui ai demandé à ma maman si je pouvais prendre la pilule, j'ai peut-être été idiote pour demander à ma maman. J'aurais peut-être dû m'adresser ailleurs. Ben, elle m'a répondu, ma fille, on n'est pas question, ça tu feras quand tu seras mariée. Mais enfin, maintenant j'ai appris à 66 ans, n'est-ce pas, que ma maman a épousé mon papa parce qu'elle était enceinte. Ah, voilà. Parce que j'ai trouvé le carnet de mariage. Moi, je voulais dire qu'il y a plus de 30 ans, 35 ans, j'avais vu une gynécologue à la télé dans le cadre de la question de l'avortement. Et ce qu'elle avait dit m'avait vraiment marqué. Elle disait qu'un enfant, ça ne devait en aucun cas être une punition, qu'une femme n'était pas tenue de porter un enfant à terme parce qu'elle avait peut-être manqué de discernement, comme vous disiez, ou parfois on fabrique un enfant à 2 et le partenaire change d'avis en cours de route, ou quoi qu'il en soit. C'est pas une raison pour l'obliger à le porter juste à son terme. Et elle disait, moi, dans mon métier, je vois tellement d'enfants qui sont maltraités que parfois, il aurait mieux valu que cet enfant ne vienne pas au monde. Et si c'est pour l'amener à la vie dans des conditions qui sont vraiment pas souhaitables et le lui faire payer après, enfin, c'est vraiment pas la peine, quoi. Voilà. Mais moi, Il faut aussi laisser la liberté à la femme. Je peux ajouter que chaque avortement, pour toute femme, qu'elles ont 16, 18, 20, 27 ans, c'est toujours un drame. C'est toujours une épreuve. Ah, que ce soit une épreuve. C'est une épreuve. Mais un drame, non. Une épreuve, c'est quand même. Mais non, vous ne pouvez pas parler au nom de tout le monde. Non, je ne parle pas au nom de tout le monde. Mais toutes celles qui ont vécu, que je connaisse dans mon milieu professionnel, toutes celles qui ont vécu un avortement se souviennent de ce moment. Bien sûr. Et c'est vraiment physiquement, ça reste un moment. Je veux dire qu'on ne fait pas un avortement comme on prend une pilule. Non, mais personne ne dit ça. Non, personne ne dit ça, mais je crois que ça peut être un soulagement. Donc c'est une décision qu'il faut prendre. Ah oui, mais là on est bien d'accord. Mais c'est pas fait comme ça, par facilité. Non, bien sûr. Ah mais non, parce qu'à ce moment-là, ce serait trop facile. Alors à chaque fois. Non, ce que j'entends par là, c'est que ce n'est jamais un acte facile. C'est un acte. Nous allons clôturer la partie officielle. Bien sûr, on pourra toujours continuer à discuter à côté parce qu'il y a encore une autre question. Mais on discutera ça sur le côté, au bar. Et encore bien, merci. Applaudir.